Avant de démarrer l'épisode du jour, un rapide mot sur Mediamoula. Mediamoula, c'est bien évidemment un podcast sur YouTube que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre, et je vous remercie. Mais Mediamoula, c'est également mediamoula.com, un site pour développer la monétisation et la croissance de vos médias. J'ajoute bien évidemment tous les épisodes avec mes derniers invités. J'ai une partie rapport où je traite l'actualité des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance. J'ai par exemple un rapport sur les nouvelles typologies de médias digitaux, les stratégies innovantes pour la monétisation des médias digitaux, ou encore un rapport sur un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps aux États-Unis, sur le parasite SEO et la monétisation par l'affiliation des médias digitaux. Enfin, j'ai une section ressources où je liste tous les logiciels, tous les SaaS, tous les softwares que vous pouvez utiliser en tant que média pour développer la monétisation et la croissance de votre audience. Mais mediamoula.com, j'aimerais que ça aille encore plus loin et pour ça, j'ai besoin juste de 2 minutes de votre temps pour remplir ce court formulaire. Je mettrai le lien en description de cet épisode. C'est un formulaire 2 minutes maximum, c'est rempli. Je vous demande votre nom, votre email et ensuite 3-4 questions pour savoir quels sont actuellement vos plus grands défis en ce qui concerne la monétisation de vos médias. Je vous remercie et bel épisode. Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler des petits médias et des créateurs de contenu indépendants. J'ai le plaisir de recevoir Léry Giquel pour en parler. Salut Léry. Salut Ronan, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Merci de la participation. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Il est un peu plus tôt que chez moi que chez toi, mais Ouais. c'est bien, je démarre ma journée avec toi. Bon bah t'es frais et dispo, Ouais, donc exactement, c'est exactement. parfait. Alors Léry, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas traditionnellement du monde des médias, et Pas du tout. pourtant, tu as un média qui est innovant, selon moi. Et quand je l'ai découvert, je me suis directement intéressé. Et je me suis dit que ce serait l'invité parfait, justement, parce que tu aurais à mon avis, tu as des choses à partager qui peuvent inspirer ou même aider les professionnels du monde des médias, qui parfois sont un peu dans leur bulle et la tête dans le guidon. Et même, j'imagine, des gens qui aimeraient se lancer dans les médias. Alors, on va parler de newsletter, mais au global, ça sera le monde des médias digitaux. Et dans cet épisode, donc, on va aborder, comme je l'ai dit, les spécificités des petits médias. J'aimerais le mettre entre guillemets parce que c'est pas du tout péjoratif, hein, bien entendu, de parler de petits médias. Et également, donc, les créateurs de contenu indépendants sur comment, et c'est toi qui as proposé cette thématique, sur comment peut-être vaincre certaines peurs, les solutions pour optimiser l'opérationnel. Donc un épisode qui va sortir un peu du cadre classique. On va rentrer dans le sujet, dans le dur et dans l'opérationnel. Donc j'ai hâte. Mais avant d'attaquer, bah, qui est Léry? Alors, qui est Léry? Léry, il a 39 ans, mais parfois il en fait plus quand quand il se tombe pas la barbe, parce qu'elle est grise maintenant, voire blanche. Léry vit à New York depuis 3 ans. Je suis ici, j'ai suivi ma femme qui a été mutée à New York. Euh, le jour, Léry, il est product manager, product marketing manager pour des startups. C'est vraiment souvent le cas, des boîtes qui n'ont pas encore un modèle économique qui est établi, qui sont encore en train de rechercher le bon modèle. Pour des entreprises françaises ou américaines, et de plus en plus depuis 6 mois, vraiment principalement sur tous les sujets climat, que ce soit la mobilité, le panneau solaire, la logistique, enfin voilà, dans ce secteur-là. Et le soir et le week-end, mais en vérité de plus en plus le jour aussi, donc je gère un média, une sorte de galaxie de médias, une infolettre, une newsletter, un site d'emploi, et j'ai à côté de ça une agence voilà, qui permet d'aider ces acteurs-là, principalement dans le vélo en France. Alors, on a compris que, entre guillemets, ton vrai métier, ce n'est pas les médias, encore une fois, mais ça prend une place de plus en plus importante, finalement, plus en plus importante Ouais, ouais, dans ton ouais, agenda. ouais, exactement. Depuis 3 ans, ça s'est vraiment accéléré. Moi, je suis passé par un incubateur de médias malgré tout, qui s'appelle Creatis en région parisienne, euh, qui m'ont qui m'ont appris à utiliser finalement ce que je sais faire le numérique, mais adapté à un média, c'est-à-dire considérer un média comme un produit utile et utilisable. Quelles sont les techniques pour y arriver? Et j'avais jamais fait le parallèle quand j'avais lancé cette newsletter. C'était vraiment, j'aime bien, je dis souvent l'expression, c'est mon bac à sable. Tout ce que je ne peux pas faire pour mes clients ou que je fais
ou pour mes anciens employeurs à l'époque, je le teste à travers ces médias-là. On va en parler aujourd'hui, que ce soit de l'acquisition, de la monétisation, tout ça est lié de toute façon. Et aussi de la question de la productivité ou l'efficacité, mais au bon sens du terme. Comment on peut faire plus et mieux, parfois en faisant un peu moins, soi-même, ou en trouvant de l'aide d'une autre manière. Et je spoil tout de suite, on ne peut pas tout confier à ChatGPT, à une IA générative. En tout cas, quand on est un média, même si moi je ne me considère pas comme journaliste, j'ai malgré tout une éthique. Il n'y a pas que les journalistes qui ont une éthique. Mais voilà, on va en parler peut-être plus tard. Bien sûr. Mais avant de vraiment lancer le premier sujet, pourquoi t'être relancé un peu dans la galère des médias? Parce que les médias aujourd'hui, ils sont... c'est une époque qui est pas forcément facile pour les médias. Enfin, surtout pour les gros médias, je pense, parce qu'ils ont des machines qui sont parfois un peu lourdes à bouger, à modifier pour vraiment s'adapter à l'écosystème, au marché. Mais toi, c'était une appétence particulière pour le monde des médias, ou c'est un peu par hasard? Comment tu t'es Alors, lancé? l'histoire, c'est fin Covid. Donc moi, ça fait 10 ans que je gravite dans le secteur du vélo. J'avais un blog sur le sujet des vélos d'occasion. Et puis pendant le Covid, j'ai découvert deux choses. La première, c'est des outils dits no-code ou low-code, c'est-à-dire des solutions numériques qui permettent de faire sans aucun développeur, quasiment, si ce n'est ceux qui développent ces solutions derrière, mais pour ton besoin à toi, tu peux faire par toi-même. Et la deuxième chose, en parallèle, c'est que j'ai un ami qui voulait faire un livre, il est journaliste, plutôt numérique. Il voulait écrire un livre, aller interviewer des sachants, des journalistes experts. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu t'embêtes à attendre, à faire un an d'entretien pour sortir un livre qui sera lu par personne? Pourquoi tu fais pas une newsletter et tu partages tes apprentissages au fil du temps? Et donc, on a utilisé une méthode classique dans mon métier qui est faire de la discovery, faire de la recherche utilisateur. Donc, on a mené des entretiens avec des journalistes. Pas nombreux, il suffit d'en faire, tu vois, moins d'une dizaine pour commencer à comprendre s'il y a un problème derrière et si ça peut résoudre ce problème-là. Et en faisant ça, j'ai appris que, un, ils n'avaient pas besoin du newsletter que voulait faire mon pote. En revanche, j'ai découvert les mécanismes des newsletters, pourquoi les gens les lisaient. Et donc, j'étais dans cette période où je testais tous les mois une solution numérique pour résoudre un problème dans le secteur du vélo. Et j'ai découvert Substack, qui est une solution pour faire une newsletter très rapidement sans se casser la tête. Et je voulais juste proposer la veille que je réalisais moi-même pour le vélo parce que ça m'intéressait, la partager à d'autres et voir si ça pouvait les aider. Et ça a Mhm. démarré comme ça. Ok, très bien. Donc le concentré vélo, tu l'as déjà un peu présenté. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Tu Ouais, as dit que tu n'es pas un média en tant que journaliste. Donc quelle est la proposition? Je m'inscris sur le concentré vélo. Qu'est-ce que je reçois? ouais. Le concentré vélo, c'est la newsletter qui va faire grandir ta culture cyclable, mais sans un mot sur le cyclisme sportif. Donc, je ne vais jamais parler du Tour de France, sauf il y a 3 semaines pour parler d'un super article de la BBC sur les chefs cuistots des équipes professionnelles et comment ils gèrent, ils préparent les repas pour les équipes. Voilà, ça me passionne. Et je ne suis pas capable de te dire qui a gagné le Tour de France. Je connais même pas je sais que c'est l'été, mais je sais pas quand ça démarre, quand ça se termine. Tu vas retrouver dans cette newsletter qui est envoyée tous les jeudis. C'est la 160e qui part la semaine prochaine. Euh, un édito qui est un parti pris. C'est moi qui le rédige. Une fois par mois, j'ai un invité, une invitée principalement qui va rédiger son édito et qui va le partager. Donc c'est toujours un parti pris. Ensuite, 6 brèves sur des petits résumés, des rapports d'étonnement assez courts que j'écris moi-même et dans lesquels je partage des actus qui viennent du monde entier sur le vélo, sur des sujets qui vont des politiques cyclables à l'économie du vélo, au tourisme à vélo, l'innovation dans le vélo, l'inclusion dans le vélo, l'écologie dans le vélo, blablabla dans le vélo si tu veux. Et c'est des sujets qui sont, c'est jamais de l'actualité chaude. Tu ne vas jamais trouver la dernière loi sur le vélo. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Par contre, j'ai la chance d'avoir réussi à dénicher des articles du Japon, d'Australie, des études de recherche en Allemagne, des témoignages d'ateliers d'autoréparation aux Pays-Bas. Enfin, je trouve des choses incroyables. Et moi, j'adore. Et du coup, c'est ça que je partage. À la fin, tu as une rubrique offre d'emploi pour ceux qui veulent travailler dans le secteur ou les entreprises qui me suivent et qui veulent partager leurs offres d'emploi, leurs opportunités. Et puis une dernière qui est un peu la Madeleine de Proust qui me permet d'une certaine manière d'inciter mes lecteurs à aller jusqu'au bout, qui est la photo de la semaine, l'image de la semaine, qui est juste une image ou une photo qui me parle pour mille et une raisons. Et voilà en gros ce que tu vas retrouver tous les jeudis dans ta boîte mail. Et t'as un ton assez particulier. J'invite tous les
tous les auditeurs à s'inscrire. Alors bon, faut pas qu'il y ait des touristes non plus sur ton, sur ton email, parce Voilà. qu'après, ouais, au niveau, au niveau de l'audience, j'imagine que c'est quand même assez ciblé, mais tu as un ton qui est décalé. Est-ce que tu peux l'expliquer comme ça Oui, oui, oui. Déjà, ils peuvent s'inscrire et se désinscrire, il n'y a pas de souci. Toutes les articles sont, enfin, les newsletters sont en ligne, accessibles sans abonnement, donc il n'y a pas de Hmm. souci. J'ai 5700 abonnés, donc j'espère que voilà, ceux qui arriveront pour repartir, ça ne devrait pas avoir un impact énorme. Et donc, pour parler du ton de ma newsletter, donc aujourd'hui, j'ai trouvé, c'est en discutant avec mon père qui me lit, qui un jour a utilisé cette expression que j'aurais jamais utilisée pour définir la manière dont j'écris, qui est un peu différente de la manière dont je parle, qui est un ton badin. Donc c'est un ton qui est léger, un peu pince sans rire, parfois drôle, parfois grinçant. Euh, j'ai, avec le recul, je me suis demandé pourquoi j'écrivais comme ça dans cette newsletter, alors qu'évidemment, j'écris pas comme ça quand j'envoie des mails professionnels ou autres. Euh, je sais pas. En tout cas, mes sources d'inspiration, ça va être une autre newsletter qui est Tech Crash, mais là, c'est beaucoup plus direct que ce que j'écris moi. Il y a SoFoot, par exemple. J'adore le foot, donc j'aime beaucoup lire SoFoot et il y a plein de blagues et de jeux de mots glissés dans les articles de SoFoot, en tout cas sur le site web. Ça me plaît beaucoup. Je crois aussi que je suis un peu cette génération qui aime bien écouter les chroniqueurs humoristes sur les différentes radios, donc il y a un peu de ça. Euh, voilà un peu. Donc c'est grinçant, parfois c'est drôle, c'est léger, ça dépend. Je ne saurais pas le dire autrement, c'est badin. C'est vraiment, je crois que c'est le terme qui correspond le mieux. Et t'as jamais eu peur de perdre une partie de ton audience, euh, alors t'es pas forcément clivant, mais effectivement d'avoir un ton comme ça, c'est un pari qui peut être un peu osé, surtout que tu fais du sponsoring. Est-ce que les sponsors t'ont déjà dit, ouais, Léry, on adore ton contenu, mais en fait c'est un peu trop décalé par rapport à nous, notre image. Ouais, ouais. Non, on me l'a jamais dit. Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que Ok. là, je vais y aller, je vais utiliser un peu le ton de mon newsletter. Si t'es chiant, personne va te lire. Mhm. Il y a suffisamment de choses chiantes sur Internet pour ne pas en rajouter, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de moches et de chiants sur Internet. Euh, Pas que, mais en tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, pour se différencier, il n'y a pas 10 000 manières de faire. Faut être, je pense, c'est de faire un peu intelligent et je dis pas que j'y arrive tout le temps. Et du coup, là-dessus, mon lectorat est très cool parce qu'ils savent que je me trompe souvent aussi et il y a beaucoup de mea culpa, mais aussi un peu d'authenticité. Et donc, si je trouve que quelque chose me paraît être inutile ou si au contraire je suis hyper enthousiaste pour quelque chose alors qu'en fait c'était nul, je pense que tout le monde est assez ok avec ça. Enfin, je pense qu'il retrouve autre chose. De la même manière que j'aime lire des articles de SoFoot ou de la newsletter Tech Crash, c'est parce que je vais pas retrouver ça ailleurs. Hmm. Euh, on est dans l'ère grâce à l'IA, notamment du copier-coller, de reproduire les mêmes choses, les mêmes mécanismes. Bah, voilà, ça doit probablement faire du bien de prendre une respiration et de voir autre chose. Euh, voilà, voilà peut-être. Et après, non, mais mes sponsors, je les trouve grâce à ça, parce qu'en réalité, mes sponsors, ils me lisent avant même de devenir mes sponsors. Et ils se disent, mais en fait, alors déjà, il y a ceux qui sont heureux et fiers d'apparaître, parce qu'ils se disent, c'est cool, je te lis tous les jeudis, j'ai vu ma marque, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça, voilà, c'est une marque de reconnaissance pour moi, en tout cas dans ce secteur d'activité. Et puis j'ai une marque allemande, par exemple, Reisenmüller, qui est très connue, très haute qualité. C'est sûr que associer cette image à ma newsletter, et ça fonctionne parce que je suis pas allé parler de leur vélo, en fait. Je suis allé parler de leur rapport d'activité et leur impact économique, écologique et ce qu'ils essayent de faire, ce qui intéresse aussi mon lectorat. Donc ça dépend des angles. Ce que j'ai pas dit, c'est que cette newsletter, à 50%, elle est lue par des professionnels, que ce soit dans le cyclotourisme, les startups du vélo, les mécaniciens, les magasins, les collectivités qui sont investis dans le vélo, et à la fois par des cyclistes du quotidien. Donc j'ai ces deux lectorats, c'est ni B2B ni B2C uniquement. C'est hybride. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je sais pas, mais c'est celle en tout cas que j'ai choisi pour l'instant. C'est cette voie-là. Est-ce que justement tu as pensé ou tu penses dans le futur que tu devras faire une newsletter vraiment B2B et une newsletter plus grand public, où finalement les sujets que tu traites s'adaptent vraiment à ceux qui ont la envie de l'actualité vélo autrement en fait. Alors je vais te dire, je me pose la question depuis le début, je me la pose. Euh, D'ailleurs, je suis plutôt parti d'un concept très grand public à un truc un peu plus B2B finalement, ne serait-ce qu'en indiquant des offres d'emploi. Je suis clairement dans cette logique-là. Mais il y a autre chose qui compte énormément pour moi, c'est le plaisir que je prends
Hmm. à produire ce contenu, est-ce que je prendrais autant de plaisir à m'obliger à avoir ce funnel B2B et à un autre grand public? Et est-ce que en réalité tout ça n'est pas très hybride, c'est-à-dire je vais donner un exemple dans un autre secteur parce que c'est des revues que je lisais chez le dentiste, Automoto, ce genre de médias. Est-ce qu'ils sont, je pense ils traînent chez la plupart des concessionnaires auto, même si j'y vais Mhm. pas et je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que les gens qui s'intéressent à l'automobile et qui travaillent lisent ce genre de médias, peut-être. Mais c'est aussi lu par ceux qui sont passionnés par l'automobile. Donc je me dis que c'est probablement un peu mon cas. Il y a des médias spécialisés dans la gestion des flottes automobiles, il y a des niches, mais j'ai l'impression que c'est des médias surtout qui sont des faire-valoir, enfin des portes d'entrée pour des SaaS, pour des agences, pour des entreprises qui font, donc c'est le métier de faire ça. Moi, c'est pas mon cas, donc ouais, non, c'est plutôt non. Donc, voilà, pour te répondre, je pense que je prendrai moins de plaisir au moment où je te parle, donc je vais pas prendre cette direction. Très bien. Tu as parlé en intro de médias utiles et utilisables. Hum. C'est un terme que tu as, ou une expression que tu as repris pendant ta formation. Tu as suivi une, ou Alors en c'est fait, toi qui, ça c'est mon ADN de product manager, de chef de produit. J'ai tout appris dans la meilleure école pour moi, pour mon métier, qui s'appelle BetaGouv, qui est alors je vais jargonner, désolé pour ceux qui ne peuvent plus avec la Startup Nation, mais en tout cas c'est son nom. Ça s'appelle BetaGouv, qui est l'incubateur de startup d'État, euh, de l'État, rattaché au service du Premier ministre. Et c'est un peu une comparaison avec ce que tu disais en intro sur ces grands médias pour qui c'est plus difficile de piloter et de naviguer. Nous, on crée, je bossais là-bas pendant plusieurs années, on a créé des services publics numériques, donc à impact, qui cherchent à vraiment aider les gens au jour le jour, dans des environnements bureaucratiques. Et alors, comment tu fais ça? Ben, nous, on a choisi deux méthodologies en les associant. La première, c'est l'intrapreneuriat. Donc, tu vas trouver des gens, des fonctionnaires en interne qui ont un réseau, qui ont cette envie de résoudre des problèmes plus forts que les autres, qui ont encore de l'énergie, qui sont pas épuisés ou, ouais, ou qui ont perdu leur croyance dans le service public. Tu vas trouver des sponsors, donc des hauts fonctionnaires qui vont leur donner beaucoup d'autonomie. Et puis, on va associer ces fonctionnaires qui ont une expertise métier des méthodes des startups qu'on appelle lean startup, qui est de, au lieu de faire un plan et un projet à 3 ans, de se dire, bah voilà, on a un mois pour avoir des résultats. Et le résultat, c'est pas forcément avoir un logiciel. Ça peut être aussi, tu as réussi à créer une maquette Excel qui peut aider 10 personnes. Maintenant, si on arrive à prouver ça, est-ce qu'on peut aider 100 personnes le mois prochain? Faire 2 fois 10. Est-ce qu'on peut faire fois 100 dans 6 mois? Et on apprend et comme ça, on constitue petit à petit des produits qui servent vraiment aux gens. Et une de nos devises, c'était faire des services publics utiles et utilisables. Et moi, j'ai gardé ça dans tout ce que je fais parce que pour moi, ça me parle. Je sais pas si ça parle aux autres, mais en tout cas, ouais, c'est ma philosophie de travail. très bien. Est-ce que tu peux expliquer aussi alors pour le coup, c'est un site, un blog, le site que tu as sur la revente de vélos. Alors que j'avais, il se trouve Tu avais. que j'ai fait ma première session et donc j'ai vendu ce site Ah, qui très est un cool. blog, ouais, un blog de conseils pour trouver et dénicher des vélos d'occasion. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Ça a été mon premier pied dans le numérique et dans le secteur du vélo. Donc moi, je suis pas du tout militant à la base. C'est juste un ami m'a dit tu peux faire un site internet à bon et tu peux à condition et ça peut fonctionner. Tu peux avoir de l'audience si tu es capable de parler. Donc toi, tu parles de petits médias, parlons de niche. Si tu parles à une niche, c'est un sujet de niche. Donc le vélo d'occasion, c'était très niche il y a 10 ans et que surtout tu es capable de produire du contenu tous les jours. Et donc c'est un peu ce que j'ai gardé dans ma newsletter, sauf que c'est chaque semaine. Et en faisant ça, tu verras que tu auras des résultats, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et puis avec tous les projets que je mène en parallèle sur le vélo, il faut faire des choix. Et celui-ci, même s'il était un peu rémunérateur, il ne générait plus de rémunération de cœur, quoi. J'ai Mhm. été moins investi, c'était plus difficile. Et donc, pour qu'il reste utile et utilisable, il fallait qu'il trouve une seconde main, en quelque sorte. Et donc, vu que j'ai une audience dans le vélo, j'ai posté dans cette newsletter que je vendais ce blog, même s'il vaut mieux le vendre quand il n'est pas en vente, tu le vends plus cher que quand tu le vends avec tes vendeurs, mais peu importe, c'était pas le but, Mhm. c'est voilà, juste qu'il continue. Et donc, il a été racheté par en l'occurrence, une startup investie dans la réparation plutôt des vélos. Et ils vont continuer de le faire vivre, j'espère le mieux possible. Voilà ce que je faisais avec Velook, V-E-L-2-O-K. Bien. Et c'est une session qui est récente.
Elle a un mois et Ok, demi. Ouais, très c'est bien. tout récent. Félicitations. Merci. Félicitations. Euh, Est-ce que tu as quelques chiffres à partager sur du coup le concentré vélo? Tu Mm. as parlé de 5000 abonnés, c'est ça? J'ai 5700 abonnés, Ok. donc c'est le chiffre le plus vaniteux qui soit. Je sais pas si on dit ça. Ouais. Parce que en fait, bon, toi tu le sais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des newsletters, le nombre d'abonnés dit pas grand-chose, de même que Mhm. le nombre de personnes inscrites à un logiciel, s'ils l'utilisent pas, ça veut rien dire. Mais des chiffres intéressants, j'ai à peu près 7700 ouvertures de ma newsletter. C'est-à-dire que, donc ça, c'est un chiffre qui me parle, en tout cas à moi, que j'essaie de suivre, même si il y a des biais parce que les gens qui lisent sur Apple, sur Mac, il y a des taux d'ouverture qui sont pas toujours pris en compte. Mais en tout cas, la croissance, c'est ce qui m'intéresse. J'ai un taux d'ouverture entre 55 et 60%. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de conserver. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc je t'ai dit que 160, la 160e, c'est la semaine prochaine. Et j'ai pas encore calculé le nombre de mots écrits depuis l'existence, mais je pourrais un jour m'amuser à faire ça. Non, non, mais en gros, voilà. Après, j'ai un compte LinkedIn qui fonctionne très bien aussi. J'ai dépassé les 8000 abonnés, donc j'ai plus d'abonnés LinkedIn que dans ma newsletter, mais ça fait partie de la stratégie voilà, de conversion. Et, aussi une autre stat que j'apprécie, c'est que sur Substack, les lecteurs peuvent liker ou commenter chaque édition. Et j'ai à peu près une centaine de likes chaque édition. Quand je compare par rapport à d'autres newsletters Substack, ils sont très mobilisés et très enthousiastes. En tout cas, j'ai un cœur de lecteurs. Je pense que entre 100 et 200 qui sont vraiment, ouais, qui sont pas des amis, mais je sens qu'ils sont hyper engagés, qui commentent, qui me proposent des sujets. Et c'est un indicateur qualitatif, mais il y a beaucoup de valeur. Est-ce que tu as déjà calculé le temps nécessaire à l'élaboration d'une newsletter, d'une édition qui parle le jeudi de A à Z, entre la curation du contenu, la partie édito, booker les sponsors, jusqu'au bouton j'envoie et c'est programmé? Non, alors j'ai pas fait ça. J'avoue que je l'ai pas fait de A à Z. J'ai, mais je peux l'estimer avec tous les risques que ça comprend. Je pense que je peux l'estimer à 3 heures. La rédaction pure, je le fais le week-end, tu vois, je me pose 1 heure et demie, 2 heures le week-end et 90% de la newsletter a été écrite à ce moment-là. La curation, je sais pas si vraiment c'est du temps parce que pourrais être très explicite, comme ceux qui nous écoutent, je, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe, je suis abonné parfois à des newsletters et autres, je regarde des vidéos YouTube. Et quand il y a un truc qui me tape à l'œil, j'ai un bouton sur mes outils informatiques qui envoie ça dans un tableau, dans Notion, pour ceux que ça intéresse. C'est des clips Notion. Et donc, ça me prend rien du tout. Enfin, je peux pas le mesurer, quoi. C'est juste, et après toute la partie sponsoring, on pourra en parler, c'est pas automatisé, mais c'est très directif, ça va très vite, puisque c'est moi qui prends la main, je leur demande juste le thème, le lien vers lequel ça doit partir, et je m'occupe du reste. Je leur envoie 2 jours avant pour qu'ils me donnent leur avis, s'ils veulent modifier le texte ou l'image. Dans 99% des cas, il n'y a rien à modifier, une virgule, ajouter un truc, ça leur convient, puis ça part comme ça. Très bien. Donc on a une bonne vision du lancement de cette newsletter, de la newsletter aujourd'hui. Demain, à quoi ressemblera le concentré vélo? Est-ce que tu as des innovations, des choses dans les cartons? Alors, j'ai une, c'est pas un problème parce que c'est une force et une difficulté. Moi, j'ai une personnalité qui fait que je lance j'ai beaucoup d'idées et j'essaye d'avoir des résultats avec ces idées. Donc là, par exemple, on s'est lancé avec un ami. Donc, et tout ça pour dire qu'en plus, j'essaie de résoudre des problèmes avec ça. Avec une newsletter, je peux pas résoudre tous les problèmes du secteur du vélo, malheureusement. Donc là, je serais un peu à court de faire autre chose avec cette newsletter que ce qu'elle est, puisque elle résout un problème, les gens sont contents, des gens ont trouvé du travail, euh, ça fait une veille professionnelle pour certains, donc ça c'est super. Mais un autre sujet sur lequel je travaille avec un ami, c'est une application de récompense pour les cyclistes du quotidien. L'idée c'est que dans le secteur du vélo, on sait, c'est prouvé que plus il y a de cyclistes dans la rue, plus il y a de cyclistes dans la rue. C'est vraiment, ça paraît bête comme phrase, mais c'est véridique. Plus tu vois des gens rouler, plus les gens vont se mettre à pédaler en se disant que c'est sécurisé, plus finalement, même s'il y en a des accidents tragiques, mais plus les rues, plus pour les cyclistes c'est sécurisé parce que les automobilistes en voient plus,
parce que les collectivités font plus d'infrastructures cyclables. Donc, notre parti pris, l'idée qu'on a, c'est, OK, pour mettre plus, on peut soit décider de mettre plus de gens sur un vélo pour répondre à cette problématique-là, soit se dire, bah, en fait, ceux qui sont déjà sur un vélo, on va essayer de les aider à faire encore un peu plus de vélo pour qu'on les voit encore un peu plus et donc participer à cette théorie. Tout ça est théorique, hein. Et donc, cette application, c'est simplement, ça permettrait, selon le nombre de kilomètres que tu fais à vélo chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de convertir ça en bon d'achat, euh, voilà, pour que tu sois récompensé, ou en don à des associations. Tu peux traquer évidemment le nombre de kilomètres que tu fais. Et notre pari, c'est si on arrive à faire ça, c'est de mesurer combien de kilomètres on fait le premier mois, nos premiers pas abonnés en quelque sorte, utilisateurs, et comparer ça dans le temps, est-ce qu'ils vont augmenter leur nombre de kilomètres fait à vélo. Et puis espérer aussi que cette application puisse inciter ceux qui hésitent encore à passer au vélo, parce que c'est une énième incitation financière, entre guillemets, pour avancer. Voilà, tu vois, on navigue toujours sur des sujets numériques, ça ne sera pas un média. On va voir si on arrive à le construire, on va voir si on va réussir à trouver des personnes que ça intéresse, et enfin, et surtout, est-ce qu'ils vont rester et utiliser l'application régulièrement. On ne sait pas, et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on ne sait pas, et qu'on va tester, on va vite échouer sur plein de sujets, jusqu'à soit trouver ce qui fonctionnera, soit apprendre qu'on n'a jamais su on n'a jamais su le faire, on documentera notre échec et peut-être que ça aidera une autre équipe à trouver la solution. Et donc, tu vas, entre guillemets, profiter de ta newsletter pour pousser ce projet. J'imagine que tu vas être ton propre sponsor. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc faut bien comprendre que comme cette newsletter, elle n'a pas de plan. Moi, j'ai pas de plan à 3 mois, 6 mois, un an, 12 mois. J'ai pas d'idée, j'ai même pas d'idée de modèle économique fiable. Je ne sais pas encore. Mais ce qu'on avait avec lui, c'était 3 maquettes, des 3 écrans principaux de cette application. Je sais faire ça rapidement. Et puis j'ai pu comparer ce qui existe ailleurs sur la marche, le running. Il y a plein d'applications qui font ça. On n'a rien inventé, hein. C'est juste on va l'adapter à cette niche encore une fois. Et je l'ai partagé en disant voilà, vous pouvez vous préinscrire. Et on se dit bon, si on n'a pas de préinscription suffisamment, ben, c'était marrant d'avoir testé ça. On s'est bien amusé pendant 2 semaines. Et puis si on a des inscriptions, eh ben on va continuer d'essayer de résoudre ce problème-là. Donc là, on est quasiment à 150 préinscriptions. C'est pas un raz-de-marée. Et en même temps, comparativement à d'autres sponsors qui sont passés par ma newsletter, c'est plutôt pas mal. On a eu voilà plus de 200 clics et puis quasiment plus d'un sur deux décide de laisser son email pour utiliser l'application quand elle sera en ligne. Donc ça nous donne envie de continuer. Mais en même temps, on est bien conscient que ça n'a pas été un raz-de-marée, donc on reste très humble. Il n'y a pas eu la folie, l'enthousiasme non plus. Donc voilà, on a prouvé qu'il fallait continuer. On n'a pas Mhm. prouvé que c'était un succès, mais on a prouvé qu'il fallait pas s'arrêter. Donc on va continuer. Puis on va voir si on arrive à craquer iOS et Android pour mettre une application comme celle-ci en live. Très cool. Sujet croustillant pour les médias, la Et, monétisation. Qu'est-ce que tu as parlé sponsor, mais je sais que ce n'est pas l'unique façon dont tu monétises ta newsletter ouais, et tes médias. ouais. Je te laisse présenter les différents axes de monétisation. Ouais, ouais, carrément. Donc là, c'est pareil, ça a été très itératif pour tester des méthodes de monétisation. Je pourrais même te parler de celles qui n'ont pas fonctionné et plutôt celles qui marchent très bien, celles qui marchent un peu, ça dépend. Donc, donc, il y a le sponsoring, donc c'est une brève, la première en fait de ma newsletter, et parfois une deuxième au milieu de la newsletter où je vais parler d'un sujet, enfin d'une marque, toujours sur le thème du vélo, mais sur pas seulement de parler du produit, mais aussi de trouver un sujet divertissant ou un truc intelligent à raconter sur ça. La deuxième, c'est les offres d'emploi. Donc chaque offre d'emploi publiée dans ma newsletter est une offre d'emploi payante pour l'employeur qui décide de la partager. J'ai également j'écris des livres blancs. Alors soit avec mon agence, et là je suis vraiment financé par la- l'entreprise ou la marque qui veut faire un livre blanc. Alors pareil, un livre blanc utile et utilisable, pas un énième euh, machin à télécharger et tu comprends que tu t'es fait happer ton email pour rien. Ce qui fonctionne, mais qui tue la confiance dans une marque. Pour moi, je ne le recommande pas, mais en tout cas, ça peut fonctionner pour ceux qui veulent tenter. Donc ça, c'est un modèle. Je fais euh, mes propres livres blancs que je vends à prix libre parfois, mais il faut au moins mettre 1 euro. Parfois, je crée des contenus un peu spécifiques comme la liste des 100 investisseurs qui ont 100 VC, Business Angel et compagnie qui ont investi dans des boîtes du secteur du vélo. Là, clairement, je savais que j'allais en vendre beaucoup moins et que ça avait beaucoup plus de valeur. Donc,
je crois qu'en ce moment, il est à 50 ou 60 euros le téléchargement de la liste. J'ai déjà, tu vois, soit une centaine de personnes qui l'ont téléchargé. C'est des contenus qui vont continuer d'être téléchargés au fil du temps. Donc, j'utilise cette méthode-là. J'avais testé la brève, le newsletter semi-payante, c'est-à-dire tu peux voir le début et la fin avec un contenu exclusif payant. Ça a Mhm. été un apprentissage fantastique. Il n'y a pas une seule personne qui a essayé de s'abonner. Donc, à la fois, la promesse du contenu exclusif était probablement pas au rendez-vous pour mon audience. À la fois, est-ce qu'une newsletter qui a démarré gratuit peut devenir payante, même partiellement? C'est un challenge, je pense. Et enfin, non, et enfin, c'était cool. J'ai essayé, j'ai pas réussi, j'en ai pas refait d'autres. Enfin, j'ai pas réessayé, je l'ai fait qu'une seule fois. Après, il y a toute la partie purement agence, donc j'ai fait des relations presse parce que du coup, en fait, au fil du temps, j'ai noué des contacts avec pas mal de médias et puis ils me lisent, hein, ça les aide aussi pour faire leur papier. Euh, et voilà, j'ai rencontré des entrepreneurs aussi qui avaient besoin d'aide sur la partie, donc on va parler ces techniques que j'utilise d'acquisition, de rétention, d'activation, et qui voulaient l'utiliser aussi pour vendre des vélos, euh, vendre des services. Donc là-dessus, je les aide. Et enfin, ça c'est plutôt récent. Euh, euh, je découvre que mon savoir-faire en termes d'efficacité, c'est-à-dire utiliser des méthodes agiles, hein, voilà, c'est le terme le plus simple à employer. Ils ont aussi besoin de leur organisation, donc je fais de la prestation aussi pour ça. C'est nouveau, hein, c'est pas dire que j'en ai fait des centaines, mais ça fonctionne avec certains, donc ils sont contents. Qu'est-ce que j'aurais oublié encore? J'ai fait du podcast. Ok. On a eu 2 saisons de podcast vélo, sponsorisé par une seule marque, c'est 15. C'est un peu le leader en Europe, en France, sur les vélos partagés, les vélos publics partagés, Vélib et compagnie. Et ça a été une belle expérience. Je l'ai fait avec un ami qui, lui, avait ton rôle, en fait. Moi, je n'étais que la voix off au départ. Et le média et la diffusion, c'était grâce à moi. Ça, c'était aussi un bon modèle, mais très difficile de trouver des sponsors pour du podcast. Très, Mhm. très difficile. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, là. J'ai jamais essayé la cagnotte. Genre, Ouais. un truc que j'ai pas envie de faire. J'en vois plein qui font ça et je me dis, non, enfin, pas moi, quoi. Quand je vois les résultats de médias que j'adore, incroyables, et les cagnottes, enfin, c'est Hmm. ridiculement bas. Je me dis, mais le temps qu'il a investi à faire sa page pour demander la cagnotte et Ouais. compagnie, et le temps qu'il va en parler à chaque fois, c'est vraiment pas intéressant. Hmm. Il ferait mieux de passer du temps à écrire un livre blanc sur un sujet très niche qui peut vraiment créer de la valeur pour les gens. Et je pense que si tu crées du bénéfice pour quelqu'un, moi je vis dans un pays où c'est naturel, hein, Hmm. donner des tips, je vis aux États-Unis, voilà, c'est vraiment dans la culture, la, comment dire en français, remercier, quoi, tu vois, comme c'est normal. En France, ça l'est un petit peu moins, et je suis français, je suis d'ailleurs tout à fait comme ça. Mais je pense que si tu crées du bénéfice pour quelqu'un, c'est tout à fait ok de demander une contrepartie. Euh, ouais, voilà. Un peu, et j'ai fait de l'affiliation. Après, j'ai Ouais. fini. Après, j'arrête. Non. Non, J'ai non, aussi mais fait de l'affiliation, je vais y et ça, venir. c'est très, très marrant parce que, donc j'en fais moins, ça dépend, en fait. Si j'ai pas deux sponsors de ma newsletter, bah, la deuxième sponsoring, c'est de l'affiliation. Et donc, je m'éclate à parcourir des sites internet pour trouver des objets improbables et en parler dans ma newsletter comme un truc improbable. Je vais donner un exemple. Euh, c'est un vélo électrique qui ressemble portrait à une mobilette, quoi. On dirait vraiment une mobilette. Ils ont même fait un faux pot d'échappement. Et je trouvais ça ridicule, hein. Clairement, je trouvais ça ridicule. Donc, j'ai dit que je trouvais ça ridicule. J'ai quand même laissé un lien et c'est très transparent dans ma newsletter. Juste en dessous, c'est indiqué que s'ils cliquent sur ce lien et qu'ils achètent quelque chose, je touche entre 6 et 8% de commission. Et c'est tout à fait transparent, il n'y a pas de souci. Mais voilà un peu, ça m'éclate, tu vois, de trouver des Mhm. trucs improbables ou des objets, des outils pour cyclisme, mais je ne savais même pas que ça existait, des noms, enfin bref, il y a plein de choses à faire là-dessus. Tu, Voilà un peu pour la longue liste. tu avais partagé également, alors c'était peut-être la mobilette dont tu parlais, mais le vélo le plus moche pour inciter au clic, c'était la même chose? Ouais, je crois que c'était ça. Ok. Je crois que c'était ça. Ouais, ouais, ça fait partie des. Je sais plus si c'est ça, mais ouais, c'est probablement ça. Par exemple, c'est marrant ce que tu dis parce que des fois, je ne sais plus. Je lis une brève, je commence la rédaction et je me dis, mais attends, mais ça, j'ai déjà partagé, je crois. Je sais plus. Et j'en lis tellement que parfois, je sais plus. Donc, ouais, c'est possible que j'ai dû parler du vélo le plus moche. C'est pas impossible. Et l'affiliation fonctionne sur quand tu recommandes parce que sur Amazon tu peux recommander un grille-pain, le mec il achète un matelas, tu touches la commission quand même. Donc C'est pareil. sur C'est ouais, pareil. ok. C'est pareil. C'est pareil. Deux sites qui ont bien marché pour moi, avec des recettes, des chiffres d'affaires différents. Le premier, c'est Alltricks, donc qui est Mhm. une plateforme plutôt running, vélo,
peut-être un troisième sport dont j'ai oublié, mais ouais, trek, tu vois, ultra trail, tout ça. Donc là, ça fonctionne parce que je pense que le panier moyen il est plutôt costaud. Mhm. Il a dû m'arriver une fois que quelqu'un achète un vélo électrique à 3 000 euros. Je connais pas le prix, mais quand je vois le taux de la commission, je me dis qu'il a dû vraiment se faire plaisir. Et un autre, et ça m'a fait très plaisir, c'est des abonnements à des revues et à des médias. Mhm. J'ai oublié le nom, c'est euh, Presse Via ou Via Presse, un truc comme ça, je sais plus. Et donc c'est une site où tu peux t'abonner à plein de revues différentes. Et il y en a quelques-unes sur le vélo ou sur les voyages, parce que le voyage c'est très apprécié dans ma newsletter. Et donc c'est des toutes petites commissions, mais je me dis que c'est cool parce que ça c'est un parti pris que j'ai aussi, c'est que je ne partage que des news sur des sites non payants. Parce que j'ai essayé de faire avec des sites payants et le retour de mes abonnés, ça sert à rien. J'ai pas l'abonnement aux Échos, au Monde, je peux pas le lire. Donc, je participe pas vraiment à l'essor et au financement de la presse par ce biais-là, je m'en rends bien compte. Donc, au moins, s'ils s'abonnent à des revues et à des journaux papier, c'est au moins ça. Mhm. Voilà. Tu as également un job board sur le vélo, Ouais. tu en as parlé, tu le monétises également? Ouais, ouais, je le monétise. Bah, donc, comment est né ce job board? C'est parce que à force d'avoir, donc ça, je l'ai pas dit, mais c'est aussi une de mes routines, c'est que je fais à peu près une fois par jour ou 3 fois par semaine un, un entretien téléphonique ou en visio avec une ou un entrepreneur du secteur du vélo en France, aux États-Unis, parfois même ailleurs, pour ouais, c'est 30 minutes pour se discuter, parler, apprendre des choses. Et il me demandait souvent à la toute fin, quand tu vois, allais raccrocher le micro, mais tu connais pas quelqu'un, je cherche un mécanicien à Dubaï, non pas à Dubaï, à Dunkerque, tu connais pas un responsable marketing à Paris qui a une première expérience dans le secteur. À force d'écouter ça, j'arrivais à donner des contacts que j'avais. Et pareillement, je reçois des mails quand j'envoie ma newsletter, les gens répondent à mon mail souvent et me demandaient comment je peux travailler dans ce secteur, me Mhm. reconvertir, combien on gagne en étant mécanicien, ce genre de choses. Et donc, j'ai regardé ce qui se passe, ce qu'il y avait sur le marché. Il y avait un site qui pivotait, qui faisait des trucs, mais moi, je pense qu'à l'époque, il n'était pas très qualitatif. Aujourd'hui, il a vraiment progressé et je pense qu'il fait un super boulot. Mais il y avait de la place pour faire autre chose. Et donc, j'ai créé cette plateforme. C'est un job list, c'est pas un job board. La nuance, je vais te l'expliquer dans ce podcast parce que elle est vraiment alignée. Faire un job board, ça veut dire permettre à une entreprise de publier une offre d'emploi, de modifier son offre d'emploi et de recevoir les offres d'emploi directement dans la plateforme. Ça, c'est un job board de A à Z. Un candidat, il peut voir les offres d'emploi, il peut se créer un compte, il peut déposer son CV, et il peut postuler. C'est une usine. Voilà, tu veux faire une usine dans ta vie, tu te dis, tiens, je vais faire un gros truc bien méchant, RGPD, compagnie, CNIL, tu fais ça. Et puis, tu peux essayer de faire un pas de côté et te dire, est-ce que je peux avoir un impact comparable, genre 80% de cet impact, en faisant 80% de moins que toutes ces fonctionnalités. Et donc, je suis parti sur le job list. Donc une entreprise, elle remplit un formulaire, elle n'a pas à créer de compte, elle met le lien vers son offre sur LinkedIn, sur son site internet, sur son propre outil d'emploi, et copie-colle le contenu. Elle paye entre 49 et 99 euros selon si elle veut qu'elle soit très sponsorisée ou pas, qu'elle soit très visible sur d'autres médias ou pas. Et un candidat, il va sur le site, il n'a rien à faire d'autre que faire sa recherche, avoir un coup de cœur pour une offre d'emploi, cliquer sur postuler, et là il va sortir de mon site pour atterrir sur l'offre euh, là où elle est vraiment gérée par l'employeur. Et donc ça m'a permis de faire plus vite, plus simple. Je résous pas tous les problèmes parce il y a encore des entreprises qui n'ont pas de site internet, qui ne mettent pas leurs offres d'emploi sur leur site. Donc ils aimeraient pouvoir tout faire sur ma plateforme, mais c'est pas le cas et j'accepte de déplaire à une partie de cette audience-là. Et ça, c'était très, très pratique. Et donc oui, ça amène des revenus, ça amène de la crédibilité, ça amène aussi, et ça, je n'avais pas eu anticipé, ça amène beaucoup d'abonnés parce que des gens qui me découvrent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur Google, découvrent le job vélo et par ce biais-là s'abonnent à ma newsletter. Donc c'est un très très bon canal d'acquisition, c'est une audience très très proche. Ça apporte du service aussi à mes sponsors ou à d'autres. Et ça m'a permis aussi de faire des partenariats avec des médias, de Wheels par exemple, qui est un Mhm. peu le média leader sur le vélo urbain, qui a une très grosse audience, qui est dans la galaxie du groupe Ouest France, tu vois, donc c'est vraiment un gros truc. Et ils publient une fois par mois les offres d'emploi sponsorisées. Et donc ça, pareil, ça croise les audiences et ça crée de la valeur pour tout le monde. Donc c'est assez cool. Et ça me permet aussi de créer des livres blancs. Donc sans un métier du vélo, c'est totalement gratuit, mais ça aide. Le guide pour passer son certification de mécanicien cycle. Donc je t'aide à faire ça. Donc ça c'est payant par exemple parce que ça crée beaucoup de valeur, donc c'est un peu plus cher. Et puis d'autres guides voilà, qui ont plus ou moins de valeur. Donc j'essaye de faire du contenu là-dessus.
Pareil, peut-être un petit hack, enfin une manière aussi de faire les choses utiles pour ton média et puis pour d'autres gens, c'est que je fais des interviews de personnes qui travaillent dans le secteur du vélo. C'est très automatisé. Je leur demande de remplir un petit formulaire, ils mettent juste leur prénom, leur métier et leur email. Euh, J'utilise une solution qui permet automatiquement de leur envoyer les 10 mêmes questions que j'envoie à tout le monde, seulement c'est adapté avec leur métier et leur nom. Ils ont juste à répondre dans l'email. Ils me répondent souvent, la plupart du temps, sous 3 semaines. Je copie-colle dans mon site et ça crée du contenu. Je leur partage sur les réseaux sociaux et ils sont souvent les premiers à partager et à apprécier ce travail. Le fait d'avoir pu partager leur retour d'expérience. Et j'ai beaucoup de retours de mes lecteurs qui me disent j'adore découvrir ces témoignages de pros parce que les questions sont, semble-t-il, bien choisies et surtout sont très authentiques, les témoignages. Les gens sont toujours contents de partager leur expérience. Parfois, parmi ces personnes que j'interviewe, il y a des gens qui ont une énorme audience sur LinkedIn. Donc, pareil, ça me permet de me faire découvrir, entre guillemets, gratuitement par ces gens-là. Et moi, ça me permet de mettre en avant et de mettre en avant ces métiers, mettre en avant ce secteur d'activité, sortir un peu des clichés sur il y a que des métiers de mécanicien ou livreur à vélo, il y a 10 000 autres métiers dans le secteur du vélo. Et de mettre en avant un peu plus de parité. Je fais très attention à toujours avoir la parité, voire enfin toujours la parité à la fois dans ces interviews, dans les images que j'utilise dans ma newsletter, dans la manière dont je vais écrire le titre des métiers, par exemple. Donc voilà, j'essaye un peu d'avoir cet impact-là par ce biais-là. C'est un long monologue, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Mais voilà un peu des solutions pour essayer de faire les choses plus Très clair, intelligemment. très clair. Et sur la monétisation de ce job list, Ouais. tu proposes une mise en avant premium à certaines entreprises ou c'est gratuit? Si j'ai une offre d'emploi, je peux la lister gratuitement ou c'est payant? Comment tu... C'est toujours, alors, sauf si ton offre concerne des stages, une offre de stage ou d'alternance ou de service civique, là c'est gratuit, c'est ma contribution pour aider les plus jeunes à trouver un job. Pour le reste, c'est toujours payant, ce qui est une grosse différence avec mon principal concurrent, par exemple, qui la première offre est gratuite. Et pour moi, c'était très important parce que je voulais des recruteurs qui soient engagés dans leur recrutement. Et donc, je fais le calcul, même si je recrute quelqu'un euh, au salaire minimum, si tu payes 45 euros ou 49 euros ton offre d'emploi, c'est ridiculement faible par rapport au montant global sur une année du salaire de cette personne-là. Et moi, ça me garantit que je vais avoir des gens qui sont vraiment investis, qui cherchent vraiment à trouver la bonne personne. Alors, il y a un biais, c'est que je touche beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à trouver via les autres plateformes, et gratuites, et qui finissent par se dire peut-être qu'il faut payer pour trouver une niche qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'ils passent par là. Et puis, j'ai une offre un peu plus importante, qui est l'offre sponsorisée à 99 euros, où là, tu vas être vraiment en avance, tu auras ton propre, ça va être diffusé dans tous mes réseaux sociaux, sur Wheels, dont je te parlais. Et là, je pense que pour ces marques, ça a deux intérêts. C'est, comment on dit, c'est l'image employeur, le fait d'être beaucoup plus visible comme une entreprise qui recrute. 99 euros, même pour des mécaniciens cycles, c'est très tendu ce marché-là, c'est tout à fait abordable. Pour des directeurs marketing ou des ingénieurs, c'est vraiment rien du tout. Et je crois aussi, parce qu'il me dit, c'est que c'est une part, ça leur permet aussi de soutenir mon travail. Et il y a vraiment des gens qui sont reconnaissants là-dessus, donc c'est top. Excellent. Je te propose de passer aux spécificités des petits médias et des créateurs de contenu indépendants. Vas-y. En préparant ce podcast, tu as mentionné que il y a beaucoup de créateurs indépendants ou encore une fois de petits médias qui ont des peurs en fait, notamment sur la monétisation. On pourrait parler de phobie de la monétisation. Je te laisse expliquer à nos Ouais. auditeurs ce que tu entends par là. Ouais, je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis ce matin, mais c'est pas un problème. C'est pas, j'ai pas peur, ça me fait pas peur et je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, quand je suis passé par ce programme d'incubation chez Creatis, donc en gros, c'était des visios que je pouvais regarder que le week-end parce que je travaillais la semaine et on avait un Slack, un lieu d'échange entre nous, quelques moments de groupe. Et quand je voyais les questions posées et les profils, c'était souvent soit des journalistes qui allaient créer leurs médias, soit des personnes qui n'est pas du tout du milieu de la tech, qui n'avaient pas d'expérience marketing ou commerciale, et qui avaient le goût du beau, de choses très bien faites, de l'excellence même d'une certaine manière, et c'est vraiment tout à leur honneur. Et donc le premier biais, c'était de penser que ça allait arriver qu'investir 99% de leur énergie et de leur argent pour faire un beau média, ça allait leur permettre d'en vivre. Euh, Moi, et à tort, dans mon secteur, on dit c'est plutôt l'inverse. Tu mets 20% dans ton produit et 80% tu vas essayer de le vendre par du marketing. Mhm. Et c'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, c'est tout ça. Donc moi, j'arrivais quand même avec ce bagage-là et je comprenais pas pourquoi on parlait si peu de monétisation, pourquoi
on passait voilà autant de temps sur le design, la ligne éditoriale, la comptabilité, les subventions publiques, des trucs, enfin le temps passé pour ça, c'était de la folie, quoi. Et, et je comprenais en fait que c'était pas noble pour eux. C'était pas noble. Certains le disaient très clairement, c'est pas noble. D'autres, c'est trop compliqué. Alors que je trouvais ça tellement compliqué de bien faire son travail de journaliste, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que de trouver un sponsor. Et donc on en discutait. Et en même temps, c'était des questions qui revenaient souvent quand on avait des professionnels devant nous qui avaient créé leurs médias. C'était souvent, mais comment t'as fait pour monétiser? Comment t'arrives à en vivre? Tout ça. Et donc les conseils revenaient souvent, mais ça semblait pas, c'était écouté, mais peut-être pas, c'était entendu, mais pas écouté. Je sais pas comment dire ça. Comment dire ça. Et donc oui, ces peurs-là, c'est de se dire, moi je suis un peu au-dessus de ça, quoi. La qualité de mon travail va suffire probablement, un peu comme la qualité de mon pain va suffire à le vendre. Bah, je sais pas, si tu es dans une zone où il n'y a pas d'habitants, tu vas jamais vendre ton pain, quoi. C'est un peu le même problème, hein. Voilà, c'est un peu des soucis. Et puis, et puis aussi que c'est pas si simple. Euh, bon, bref, voilà. Et puis je me disais aussi, mais pourquoi autant se poser des questions sur son modèle économique quand on n'a rien? Alors, tu n'as rien fait, on n'a même pas une vraie audience, on n'a même pas encore d'abonnés. Euh, Comment tu peux te projeter si vite dans des modèles et des tableaux Excel? Euh, alors que, en fait, peut-être que la première chose à faire, c'est essayer de vendre une chose. Essaye de vendre une brève 1 euro. Essaye de vendre un espace 1 euro, 2 euros, puis 3 euros, puis 10 euros, puis 15 euros, puis 20 euros, quoi, de fil en aiguille. Alors, on me dit, oui, mais comment tu fais ça? Alors, bah, je sais pas, mais tu as une audience. Ok, tu as 300 abonnés, tu as 500 abonnés peut-être, tu en as 100. Bah, regarde les emails de ces gens-là. Est-ce que certains ont des emails professionnels? Oui, il y en a quelques-uns. Ok, et c'est quoi ces emails? Ah bah c'est ouais, c'est des gens de mon secteur. Bah voilà, appelle-les, regarde si te lisent, peut-être que ça veut dire que des gens comme eux ou comme leurs clients te lisent, ça peut les intéresser. Ah, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est des choses un peu qui peuvent les aider. Et puis après, il y a aussi ça s'acquiert avec le temps, c'est des métriques pirates, quoi. Tu vois, les funnels de transformation, d'acquisition. C'est comment tu fais la distinction, comment tu peux imaginer que de ton post Instagram, dans lequel je préfère le préciser, il n'y a pas de lien sortant, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre une URL pour faire sortir. Les gens vont finir par s'abonner ou découvrir ton média. Il y a des étapes intermédiaires, voilà, acquisition, activation, euh, voilà, revenus, rétention, recommandation et compagnie. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui se testent de manière très artisanale avant d'essayer de les automatiser. Et, et souvent, pareil, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils passaient beaucoup de temps sur la qualité de leur contenu. Et je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, ils passaient beaucoup de temps là-dessus. Et ils ne s'autorisaient pas à passer du temps à réfléchir à comment je vais avoir une stratégie pour que de quelqu'un qui me découvre dans un post LinkedIn, ils finissent par s'abonner à ma newsletter, quitte et même à peut-être la recommander par la suite. C'était pareil pour les podcasts ou les chaînes YouTube. Donc ouais, c'est des peurs, c'est un peu d'inconnu, d'ignorance peut-être. C'est aussi parfois des erreurs. Je pense que faut demander à des alternants ou des stagiaires de mener ces actions-là, c'est une grosse erreur. Si toi-même t'es pas rodé, tu t'es jamais cassé les dents là-dessus, je vois pas comment un jeune ou une jeune va pouvoir s'en sortir. Tu vas pas l'aider, il va pas progresser, personne va progresser. Hum. Donc voilà, peut-être parfois il vaut mieux mettre en pause l'innovation ou la création de nouvelles choses dans sa newsletter et peut-être la produire un peu moins. T'es pas obligé de le faire toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois au démarrage, mais essayer de trouver tes premiers revenus, quels qu'ils soient, affiliation, tout ce que j'ai listé avant. Mhm. Et, et, et surtout, ah oui, la dernière peur, c'est de se dire, et c'est quand même la plus importante, c'est moi j'aime pas ça, mes abonnés vont pas aimer ça. Moi j'aime pas ça, moi j'ai un bloqueur moi j'ai des bloqueurs de pub, tu vois, mais mais ok, mais peut-être que pour tout le monde c'est pas un problème. Mhm. Voilà, c'est pas parce que pour toi c'est un problème que ça l'est pour l'autre. Oui, mais quand je leur demande, ils aiment pas ça. Oui, mais quand tu leur demandes s'ils veulent, si tu vois quelle politique publique faut supprimer le budget, mais personne n'est capable de répondre à cette question. Tu vois, tout le monde a besoin de santé, de transport, de culture, de sport, enfin plus ou moins quoi. Donc il faut faire attention à. Il est ultra important d'écouter ton audience, tes abonnés, c'est très très important. Mais encore plus important que ça, il faut être capable d'observer ce qu'ils font réellement. L'exemple, pour moi, c'est très concret. Quand les gens certains de mes abonnés n'aiment pas le sponsoring de ma newsletter, et ils sont toujours là. Ils sont toujours abonnés. Et ils continuent de me dire qu'ils n'aiment pas ça. Mais ils sont toujours là. Donc, moi, j'essaie d'améliorer la manière dont j'écris ces brèves, que ce soit plus lisible, plus transparent. Et en plus de ça, c'est les liens les plus cliqués dans ma newsletter. Donc, à un moment, tu vois, il y a c'est pas un dilemme ou une injonction, c'est cette contradiction, d'une certaine manière. Mais parce qu'il faut jamais oublier,
c'est hyper important d'écouter ce que veulent les gens, les problèmes qu'ils ont, mais encore plus important de regarder ce qu'il faut. On apprend beaucoup plus. Et on a les données maintenant avec le streaming pour voir ça. Donc, voilà, il y a tout ce travail-là, je pense, qui peuvent les aider pour un peu, ok, t'as peur, ok, pose ta peur à côté de toi et fais. Et tu vas échouer, mais c'est très cool d'échouer. Tu vas échouer une fois, mais tout le monde s'en fout. Vraiment, les gens sont gentils, quoi. Donc, Mhm. il faut essayer davantage. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de créateurs Ouais. qui s'arrêtent ou qui perdent, ou qui s'enferment, quoi, qui se parlent à eux-mêmes dans leurs médias parce qu'ils ont plus envie de faire ça. Et c'est vraiment dommage. Je trouve ça dommage. Et tu as eu l'occasion d'accompagner justement des journalistes ou des créateurs de contenu qui avaient ces blocages, qui avaient ces peurs et qui finalement ont réussi à passer au-delà et à franchir le cap. J'ai essayé, tu vois, je suis dans un groupe signal de créateurs de médias. Moi, je sais pas si on doit dire artisanaux ou de Mhm. niche ou de petits médias, en tout cas, tu vois, dans ce secteur-là. Et je leur partage mes retours d'expérience. Ils sont hyper curieux. Je partage ça. Pour certains, j'essaye, mais tu peux pas faire à leur place. Et surtout, il y a aussi une réalité, c'est que s'ils peuvent se permettre de continuer de faire ces médias sans le monétiser, c'est que soit leurs revenus proviennent d'ailleurs, et donc c'est un loisir, c'est, et c'est très cool. Et pareil, je pense que ceux qui se lancent dans la création, l'économie de la création, il n'y a pas cette injonction à gagner de l'argent. C'est pas Mhm. obligé en fait. Moi, pendant un an, j'ai pas gagné 1 euro avec ça et je m'en foutais quoi. Vraiment, c'était pas obligé. Donc, t'es pas obligé. Il y a pas cette quête éternelle à gagner de l'argent avec ça. Vraiment, ça aussi, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas obligé de gagner de l'argent avec vos contenus. Vous n'êtes pas obligé. Si votre plaisir est ailleurs, tant mieux. Si vous aimez faire du pain et l'offrir, faites-le. Quoi. C'est génial. Mais si à un moment vous en avez besoin pour différentes raisons, pour grandir, pour améliorer votre quotidien, pour financer les études de vos enfants, peu importe la raison, il y a des raisons d'y aller et des bonnes raisons d'y aller. Et donc je pense que pour certains, ils n'en avaient pas besoin parce que ils avaient leur métier à côté, parce qu'ils avaient peut-être leur agence et que en fait c'est juste une vitrine pour leur agence, c'est une forme de monétisation, hein, c'est un canal d'acquisition à ce moment-là. Donc il y a ça. Et puis, euh, et puis peut-être que je suis trop direct aussi. Hein. Peut-être que vu que c'était pas une prestation rémunérée, je mettais moins les gants pour les accompagner. Et du coup, ouais, ça pas faux. À ma connaissance, ça n'a pas fonctionné à ce jour. Ah, quoi que c'est faux ce que je dis. J'ai pu partager des sponsors avec d'autres. Je D'accord. pense à un de mes sponsors qui fait du vélo de fonction, qui propose des Mhm. vélos de fonction à des marques. Je connais une très bonne newsletter qui s'appelle The Village, qui est sur le futur du travail. Et donc, je vais plus lui partager en disant, écoute, j'ai sponsor, je pense que ça pourrait l'intéresser d'être dans ta newsletter. Est-ce que tu es ouvert à ça? Et il était super ouvert à ça. Et donc, ça a marché pour lui par exemple. Donc, voici, tu vois, je suis content, j'ai eu un impact positif au moins une fois pour un média indépendant. Mhm. On a parlé de journalistes. C'est vrai qu'il y a souvent cette sensation un peu de... Dès qu'on parle monétisation à un journaliste ou revenu, etc., il va se sentir un peu, même beaucoup sali en fait. Il y a vraiment une séparation entre, ok, côté business, côté journaliste, même dans les grands groupes médias, hein, les régies publicitaires parlent jamais aux journalistes et vice versa en fait. Alors c'est peut-être moins vrai aux États-Unis. Toi qui y vis, est-ce que tu as remarqué des différences? Là, je vais être très humble, je ne sais pas. Je connais pas assez bien en fait cette industrie. Mhm. Je la vois de loin, j'écoute des podcasts, je lis beaucoup sur le sujet parce que ça m'intéresse. Euh, je sais que ça bouge beaucoup. Là, on parle de la partie revenu, la partie éditoriale, donc le journalisme, mais aussi la partie produit qui s'installe de plus en plus. C'est aussi le rôle de faire le lien probablement entre ces deux univers. Et c'est pas évident d'être product manager dans les médias. J'ai d'admiration pour ceux qui font ça, surtout dans les grosses machines qui sont moins faciles à bouger. Après, il y a un autre modèle dont j'ai un peu parlé, qui est le soutien de ses lecteurs. Mhm. Reporter le fait très bien. Il y a plein de médias, il y a plein. Non, il n'y a pas plein. En fait, il y a très peu de médias qui arrivent. Mais quand ils y arrivent, ça a l'air bien fonctionner. C'est cool pour eux. Je pense pas que ce soit le modèle dominant. Mhm. Aux États-Unis, ça c'est sûr, le modèle dominant, c'est de payer pour être lu. Sur Substack notamment, c'est quelques euros. Voilà, je cherchais le mot, c'est la gratitude. C'est Ouais. tout à fait normal, cette notion-là est monétisée. Euh, donc non, je sais pas. Je sais pas. Moi, l'expérience que j'ai quand j'ai pu faire des missions de relations presse, par exemple, c'est que c'est très très frustrant d'aller contacter un journaliste et que son premier mail c'est je te mets en relation avec la régie pub. Mhm. Alors, il y a deux choses, c'est que, un, le message que j'ai envoyé n'a pas créé de valeur pour lui. Donc, je mets à culpa, je suis le premier fautif. Ce que j'ai aux marques, bah, si tu as ce message-là, c'est que, en fait, ton CP, ton communiqué de presse, il était nul, quoi, ou
ou qu'il y a rien de différenciant dans ce que tu proposes et donc t'as pas attiré son regard. D'autres fois, c'est des tout petits médias, ils ont juste pas le choix. Il sait que son salaire dépend de la régie pub, donc il essaye à tout prix de renvoyer par ce biais-là. Mais je trouve que c'est très cassant. Et après, il y a les promesses des régies pub. Ça, faut en parler aussi, qui te disent ouais, prenez cette brève-là, prenez-nous ce format-là, et puis j'envoie un petit message à notre journaliste et vous aurez un papier que tu n'auras jamais. Hein, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Et ça dénature aussi le métier de journaliste, ces pratiques-là. Mais ça arrive. Et enfin, il y a la troisième voie qui est complètement improbable. Ça m'est arrivé une fois là, mais c'était complètement improbable. Pour un test d'un vélo, d'un outil pour un vélo, un média m'a dit ouais ouais c'est super, ça nous intéresse grave. Oui c'est gratuit, on demande rien. Enfin, je ne veux pas demander si c'était gratuit, ils m'ont dit on va le faire. Par contre, on a juste besoin que vous participiez financièrement au support technique. Donc c'est pas de la pub, c'est pas du sponsoring. Je sais pas comment c'est déclaré, mais en gros on nous demandait de payer l'équipe technique qui allait réaliser le tournage. Et voilà, Ouais, ça m'a pas mis à l'aise. Donc, ouais. mais je pense qu'effectivement, c'est un secteur en crise qui cherche des revenus à tout prix. Et c'est bien normal. Je sais pas comment ça va se finir. Je suis pas assez expert pour répondre à cette question. Mhm. Oui, c'est très délicat d'avoir une vision, enfin d'essayer de prédire l'avenir là-dessus. C'est vrai qu'avec toutes les discussions que j'ai dans le monde des médias, tout le monde cherche à diversifier les revenus. Euh, c'est peut-être même plus une problématique que de croître les revenus, c'est vraiment chercher des sources de diversification d'où vient l'argent et comment on va monétiser demain. Donc ouais, c'est une question que j'essaie d'aborder dans tous les épisodes. Tu as parlé des solutions un peu pour surmonter ces peurs et Mm. ces blocages, notamment faire partie d'un groupe de pairs qui avancent en même temps que toi pour essayer d'avoir ouais, un support. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que tu préconises pour les gens qui ont ces peurs? Alors, ça dépend de la cause de la peur, mais ou du blocage. Mais si ton blocage c'est le manque de temps, bah tu peux travailler là-dessus. Je pense Mhm. que tout le monde peut travailler là-dessus pour être meilleur dans son organisation. Donc, il y a, tu peux mettre en place des routines ou des rituels très spécifiques. Euh, organisation d'agenda d'une certaine manière. Et je dis ça, quand je dis ça, souvent on me dit ouais non mais moi je suis trop créatif, je peux pas. Bah, en fait, si tu peux, c'est-à-dire que tu peux te réserver des créneaux de créativité. Et pour moi, par exemple, mon créneau de créativité, c'est faire du vélo. C'est un moment où j'ai pas d'écouteurs, j'ai pas de téléphone dans les mains, je pédale comme un animal, c'est automatique, hein, mes jambes le font pour moi. Je suis pas dans la performance, j'ai pas de montre, j'ai pas de montre connectée pour vérifier que je fais mes X-bornes ou je sais pas quoi. Et là, mon cerveau, il part, quoi, tu vois, il s'en va et c'est là que vient l'idée de l'édito. Donc ça, tu vois, je peux pas te mesurer le temps que ça prend parce que ça tombe Mhm. quand ça tombe. Et ça, c'est des routines. Si je mets pas cette routine en place, je peux pas écrire d'édito qui me conviennent. Ça va me prendre un temps dingue. Je suis devant mon écran me disant de quoi je parle, ou qu'est-ce que j'écris, ça peut pas marcher. L'autre rituel, c'est très personnel, mais d'avoir son téléphone ou un carnet à côté de son lit. Moi, c'est les 5 premières minutes quand je vais me coucher, qu'il se passe des trucs dans ma tête et que les idées fusent. Donc il faut que je les pose, hein, sinon soit je m'endors pas tout de suite, soit je les perds. Donc c'est essayer de détecter ça. Donc ça veut dire se connaître un petit peu aussi. Hein, c'est un petit peu de ça. Je recommande ceux que ça intéresse des lectures de thérapie cognitivo-comportementaliste qui peuvent être de bonnes manières de rentrer dans essayer de détecter des choses qu'on fait soi-même, soit des tocs, soit des tics, soit des habitudes, des bonnes ou mauvaises, et essayer de comprendre ce qui se passe quand on les fait et pourquoi on les fait. Moi, ça m'a énormément appris sur moi-même et à détecter ça, essayer d'utiliser celles qui étaient positives et puis transformer les négatives en positives. Ça peut être utile. Après, il y a évidemment des outils. Hein. ChatGPT, c'est vraiment un interlocuteur pour moi. Euh, je ne l'utilise. J'ai été tenté de l'utiliser pour écrire à ma place des brèves, et c'est très intéressant ce qu'il arrive à faire. Pour te dire, c'est assez fou. Moi, j'ai une amie qui corrige ma newsletter. Donc, je lui envoie, elle me corrige. Avant ChatGPT, j'avais 20 fautes. Depuis ChatGPT, il m'en reste 3-4. Il m'en reste toujours, mais parce que je modifie le texte encore à la dernière minute, c'est là que je fais des boulettes, c'est comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, je l'ai redit récemment, c'est que je donne à ChatGPT le copier-coller de mon texte avant l'envoi. Il me corrige. Je lui demande corrige. Est-ce que des fois il y a des formulations que tu trouves trop complexes ou des phrases trop longues? Il me donne des conseils, machin, il m'aide. Des fois je corrige, des fois je reprends pas ses idées. Et puis récemment, il y avait un truc qui m'intéressait, un long sujet. Je sais comment je vais prendre ce sujet-là. C'était pour mémoire, c'était une étude scientifique et c'est très technique.
J'avais compris, mais j'avais du mal à l'expliquer simplement. Donc, je lui ai donné le contenu. Je lui ai dit, écris-moi une brève avec mon style. Et il m'a produit un truc qui était pas si mal, quoi. Tu vois, pas si mal. Pas publiable, parce que c'était pas 100% moi, mais c'était pas si mal. Et j'ai compris qu'il avait appris, à force de lui filer mes corrections, comment j'écrivais, et qu'il était capable de sortir un truc pas si mal que ça. Donc ça m'a mis sur la piste de la brève que j'allais écrire, et c'était très cool. Et voilà, je pense qu'il faut aussi apprendre à l'utiliser. Au début, tu perds du temps, parce qu'il faut apprendre, mais après, tu gagnes du temps à écrire des prompts, des commandes efficaces. Voilà, il y a plein de sujets. Il y a des techniques, la méthode AIDA par exemple, pour écrire des textes engageants, des emails engageants. Voilà, il y a des structures comme ça, mais il faut prendre le temps de s'y intéresser et de les tester. Voilà, très important de les tester. Je crois que tu as eu Johan Lopez de Snowball. Alors, lui, c'est une machine, hein, de mémoire, il mesure tout, il calcule tout. Moi, j'en suis pas du tout là et je pense que j'y arriverai pas, ça m'ennuierait trop. Mais il y a une part quand même, j'essaie un peu d'avancer et de mesurer ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Pourtant, en préparant ce podcast, tu me disais que tu étais très axé quand même sur la discipline. Ouais. Ça, c'est au niveau pro et perso. C'est dans ton tempérament et tu l'appliques à Ouais, ton. ouais. Ouais, moi, je vais pas au supermarché sans avoir fait une liste. Alors, on est des millions à faire ça, hein. Moi, je Mhm. dis pas que je suis unique de ce point de vue-là, mais voilà, j'y arrive pas. En fait, et si je le fais pas, je vais oublier des choses. Mon cerveau, il retient pas. Euh, il y a des effets pervers. C'est très personnel, mais je ne retiens pas les dates de naissance. Mhm. J'y arrive pas. Je connais la mienne, celle de mon fils, de ma femme, et non, j'arrive pas à retenir les autres. Les numéros de téléphone, je les retiens pas parce que tout est noté quelque part, donc j'ai désappris à mon cerveau à retenir certaines choses. Ça, c'est un danger. Mais oui, 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 bah, mon agenda, quoi, c'est voilà, j'ai toujours, ça commence par 30 minutes pour checker mes mails, et mes messages Slack, WhatsApp et répondre. Ensuite, c'est des tranches donc le matin, ça va être un peu plus long, des tranches plutôt d'une heure de travail focus. Et l'après-midi, ça va être, donc moi, je suis quelqu'un où je vais être tout à fait transparent avec toi, donc après manger, j'ai des moments de somnolence. Moi, l'après-midi jusqu'à 16h30, je suis pas hyper efficace. Donc ça va être des tâches très très courtes de 20 minutes, le plus court possible pas plus bas, mais voilà, pour quand même avancer, sinon j'y arrive pas, avec des temps de pause. Et puis voilà, le soir j'ai ma vie de famille, et puis je reprends un petit peu le soir sur des moments plutôt créatifs devant la télé ou autre chose, parce que euh, parce que voilà, mon cerveau est plus libre le soir, j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'objectifs, c'est des moments plus créatifs. Voilà pour te dire comment ça fonctionne. Mais c'est pas une discipline de faire quoi, je me dis pas, je prends un bain d'eau froide à 4h44 et puis j'enchaîne 3 minutes après. J'ai des amis qui font ça, ils font des trucs incroyables, mais moi j'en suis pas là et puis c'est pas mon objectif. Mais ouais, j'ai cette discipline-là. Et du coup, ma newsletter est disciplinée, c'est-à-dire que je sais exactement où j'envoie les brèves, je sais quand je vais les écrire, je sais où je les écris, je sais à quel moment. Par exemple, dans mon agenda, le mercredi vers 17h, donc j'ai 6 heures de décalage horaire avec la France, j'ai écrit les étapes que je dois suivre avant de la planifier. Et donc, je ne l'ai pas retenu, mais je sais que j'y vais et je vérifie que chaque étape est faite comme un chirurgien vérifierait avant d'opérer que c'est le bon pied, c'est le bon ustensile, c'est ceci, c'est cela. Et il réessaye une dernière fois et revérifie une deuxième fois. Voilà un peu les méthodes que j'utilise. C'est pas du tout ennuyeux, c'est du temps, c'est un gain de temps énorme. Tu as dû lire peut-être le bouquin Checklist Manifesto. Non, on en a beaucoup Non. parlé, mais non, je l'ai pas Ok. lu encore. Parce que c'est l'anecdote du chirurgien. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a lu et je pense que ça te plairait. Je mettrai le lien en description aussi. Volontiers. Bon, Bien c'est sûr. un peu poussé, hein, mais non, c'est sympa. C'est sympa. Et je pense que même pour revenir sur le sujet des médias, avoir des checklists effectivement de, ok, j'envoie ma newsletter, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Point 1, point 2, point 3, ça fait gagner un temps précieux parce que c'est vrai que quand on rédige une news, on peut facilement y passer des heures et des heures si on n'a pas de process ou de template, etc. Donc tout l'opérationnel, c'est vrai que c'est super important. Euh, quand on parle encore une fois peut-être des spécificités des petits médias et des groupes indépendants ou des créateurs de contenu indépendants, finalement, on remarque qu'ils ont les mêmes objectifs et les mêmes problématiques que les gros groupes médias. Monétisation et puis croissance de son audience, quoi, fidélisation. Tu as parlé tout à l'heure, toi, de l'acquisition et de la rétention. Qu'est-ce que tu peux partager comme, j'aime pas dire astuce, mais peut-être comme Ouais, ouais, ouais. apprentissage? Ouais, ouais. Juste avant, il y a une chose, c'est que ce que tu viens de dire, en fait, moi qui travaille dans d'autres industries, c'est le même problème. Tout le monde cherche à faire un super produit,
Bon, sauf il y a des gens nazes, mais c'est leur problème. Mais la majorité veulent faire un super produit, veulent qu'il soit utilisé par des super personnes pour pouvoir en faire d'autres et de meilleurs. Et donc, il faut gagner sa vie pour pouvoir continuer d'en faire d'autres et de meilleurs. C'est pas lié aux médias, quoi. Mhm. On parle d'audience, mais on parle d'usagers quand c'est un service public. On va parler d'utilisateurs pour un logiciel. Mais enfin, moi, je vois pas de différence. Franchement, je vois pas de différence. Seulement, comment tu gagnes ta vie, c'est un peu la différence. Après, euh, ça me revient, il y a d'autres routines, et après, je passe à ta tasse, mais je voudrais en partager d'autres parce qu'elles ont fonctionné avec des clients à moi, et je me dis, bah, autant les partager. Il y a tous ceux qui travaillent dans des espaces collectifs, des open space, des incubateurs, ou juste des bureaux partagés avec ses collègues. Juste avoir une pile de post-it rouges sur son bureau et mettre un post-it rouge sur son écran quand on ne doit pas être dérangé. Franchement, moi, je bosse à distance, mais une partie de mes clients sont en France, donc je les vois pas. Mais quand ils me racontent qu'ils sont tout le temps dérangés, je dis, bah, vas-y, teste ça, donne des stickers à tout le monde. Tu dis à tout le monde, dès que c'est rouge sur mon écran ou sur le tien, je viens pas t'interroger. Je te regarde même pas, je t'ignore. Ils l'ont fait et ils m'ont dit que ça avait marché pour eux. Donc, tu vois, c'est des tout petits hacks et des tout petits Mhm. systèmes. Un autre, c'est, j'aide parfois des entrepreneurs, pas parfois, en fait, c'est partie de mes missions, à rédiger du contenu utile et utilisable, engageant sur LinkedIn. Et là, un feedback que je reçois, et je m'attendais pas du tout, c'est Valérie, c'est super, mais moi, il me faut 2 heures pour l'écrire. Je dis, attends, je comprends pas. La dernière fois, on a fait des exercices, ça a été beaucoup plus rapide. Il me dit, ouais, mais ce qui se passe, c'est que je me fais happer par LinkedIn. Je me fais happer par l'actualité, par les fils, par les machins, et je me mets à scroller. Et j'oublie que ces outils sont faits pour ça, hein, sont faits pour capter notre attention. Et donc j'ai pensé à un truc que j'aime et que je n'avais pas dit, c'est que il y a une extension Chrome qui permet de cacher la pub, le fil. Tu peux cacher à peu près les éléments que tu souhaites sur LinkedIn selon ton usage. Et ça, c'est hyper efficace. Quand tu sais que tu as ce biais-là et que tu vas vite être tenté, tu peux le filtrer. Et le deuxième, qui est, tu peux aussi publier sur les réseaux sociaux sans aller sur les réseaux sociaux. Tu utilises Buffer, c'est une des solutions. Les 10 jours de poste, 10 jours, tu peux planifier sur 10 jours, c'est gratuit, sur un ou deux réseaux sociaux, je crois. Et donc, tu peux faire le même travail, partager des choses intéressantes avec images et liens, sans aller sur le réseau social et sans te faire happer. Voilà, il y a plein des solutions comme ça pour essayer de gagner du temps et pas se faire bouffer. Et puis le dernier, mais c'est pour ça joindre ton sujet sur l'acquisition, la rétention et tout ça, c'est travailler sur des sprints courts, donc pour parler français sur des, 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 des comment on dit, des courses, ça va pas marcher, des objectifs de temps court. En gros, tu te dis sur 2 semaines, je serai content s'il se passe quoi. Et c'est pas Mhm. si j'ai une nouvelle fonctionnalité ou je sais pas quoi, mais plutôt hein, essayer de trouver un chiffre mesurable. Donc, au début, tu galères, hein, il faut de l'aide des fois pour ça, et puis tu finis par apprendre à faire ça. Et puis tu te fais une petite liste de choses pour y arriver. C'est pas forcément ce qui va remplir tes 2 semaines. C'est pas le but en fait. Tu as toujours ta routine, tu as toujours des temps de créativité, tu as toujours l'imprévu et il faut continuer de savoir gérer ça. Mais au moins un bon objectif que tu vas pouvoir mesurer et qui va te rendre content quoi, et un peu fier de ce que tu fais ou au contraire fier d'avoir échoué et de savoir pourquoi. Et donc ça peut bien marcher. Et tu peux pas, à mon avis, tu peux pas faire tout à la fois de l'acquisition, de l'activation, de la rétention, mais selon le moment où tu es, tu peux choisir l'un ou l'autre. Donc, une boîte avec laquelle je travaille, je les accompagne, c'est une super marque de vélo cargo. Euh, euh, c'est Jean Fourche pour ceux que ça intéresse. Ce que je fais pour eux, enfin ce que j'ai essayé de faire avec eux et ce qu'on a fait et qui fonctionne bien, c'est qu'ils avaient vraiment des objectifs de vente hyper intéressantes. Donc on s'est focus là-dessus, sur acquisition, activation, revenu, avec des choses qu'on a testées toutes les 2 semaines. Après avoir fait un gros brainstorming, un grand moment d'idéation pour avoir toutes les idées, ils en avaient plein, mais on en a repris. On les a priorisées. Donc c'est important d'essayer de prioriser selon. Pour faire très simple, tu as deux leviers, c'est l'impact potentiel. Est-ce que tu penses que tu vas toucher combien de personnes avec cette action-là? Et la deuxième, c'est sa faisabilité technique ou le coût que ça peut avoir. Ça dépend le critère que tu veux utiliser. On les a priorisées, puis on les a pris les unes après les autres, on les a testées et on les a mesurées. Euh, il y en a plein d'entre vous qui vont nous écouter, qui vont dire non mais 2 semaines, tu peux pas mesurer, la cohorte n'est pas suffisante, t'as pas assez de données. Ouais, vous avez raison, mais moi je suis pas scientifique. L'approche elle n'est pas purement scientifique, elle est expérimentale et on doit quand même essayer de tester vite. Si tu as les moyens de pas tester vite, c'est que t'as pas besoin de gagner de l'argent tout de suite. Mais quand tu as besoin de gagner de l'argent rapidement parce que ton modèle économique en dépend, eh ben, tu es obligé d'utiliser des méthodes comme celle-ci. C'est mon point de vue. Et donc, tu testes. Au début, tu te fixes des trop gros objectifs, tu mets trop de tâches, tu finis le sprint avec ce qu'on appelle une rétrospective, un temps où on va faire un bilan en quelque sorte de ce qu'on a aimé, ce qu'on a appris, ce qu'on désire, ce qui nous a manqué, pourquoi on a atteint ou pas ces objectifs. Et puis, tu vas affiner ça. Et puis, parfois, un moment, tu te retrouves à, ah, mais ça y est,
j'ai trouvé cette routine, j'ai mis en place des choses très artisanales qui sont devenues par des systèmes d'automatisation ou par des routines manuelles que tu as mis en place, tu arrives à les reproduire. Tu as mis de côté tout ce qui marche pas. L'exemple typique, c'est sur ton site internet, ta première page, tu as deux boutons. Bah, en fait, s'il y en a un qui est jamais cliqué, juste enlève-le Mhm. et puis entraîne tout le monde sur le premier. On l'a fait, c'est pas grand chose, mais ça draine un public directement au bon endroit. Euh, c'est tout bête, mais c'est ça. Des fois, c'est pas des révolutions. Il n'y a pas besoin de faire des choses révolutionnaires. Et puis après, tu vas te concentrer parce que tu en as besoin sur des sujets peut-être plus opérationnels qui vont être liés à la rétention, à la recommandation pour avoir un meilleur service. Parce que tes clients, c'est peut-être tes futurs clients, il faut les garder, tout ça. Et donc, tu vas mettre en place, pareil, des sprints de 2 semaines. Il y a d'autres méthodes, mais vraiment, c'est celle que je recommande. C'est tu lances un objectif, des tâches, tu les fais pendant 2 semaines, et à la fin de 2 semaines, tu demandes qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu as aimé faire aussi, c'est très important, qu'est-ce que tu désires pour la suite, et tu te refixes un objectif et tu reproduis ça. Très cool, très concret, c'est ce que j'aime. En préparant le podcast, encore une fois, tu parlais de la mentalité de bricoleur Ouais. que tu as et que idéalement il faudrait avoir quand on lance un média. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets Mmh. de réussite dans ton Ouais, ouais, activité avec cette mentalité de bricoleur? ouais, ouais, carrément. Bah, je pense par exemple à cette application dont je t'ai parlé qu'on va essayer de lancer. Il y a des solutions, donc le jargon, on les appelle no-code ou low-code, qui permettent de faire des applications mobiles de A à Z Mhm. sans un développeur. Pour ceux qui nous écoutent, faut imaginer que c'est un peu comme, j'exagère, mais c'est un peu comme ton PowerPoint que tu adores tant, dans lequel tu as des composants tout faits, des ronds, des cercles, des images, et tu les mets sur ta feuille blanche. Eh ben, tu peux faire une application mobile avec les mêmes principes. Tu as des boutons, tu as des logiques, tu as une base de données, tu la mets, ils sont sympas parce que souvent ils te font des templates, donc t'as pas trop besoin de t'embêter, tu peux juste reprendre le template, tu mets la couleur de ton choix et ça marche. Et donc on a fait ça pour cette application après avoir fait voilà benchmarker, comparer un peu les applications qui existaient et on l'a fait quoi. J'ai utilisé une solution qui s'appelle Tally qui permet de faire des formulaires en ligne. C'est gratuit, c'est belge, c'est très bien fait. Et j'ai fait une fausse page, une fausse première page d'un site internet, sauf que l'URL ne ressemblait à rien. Mais je m'en foutais et je pense que les gens en fait s'en foutent un peu. Surtout quand tu parles à une audience qui te connaît, donc il y a un lien de confiance. Et ça ressemble vraiment il y a vraiment comme si l'application était prête quoi. Enfin en tout cas pour moi c'est quand je présente ça à mes parents et qu'ils me disent ah mais t'as fait ça comment si vite et je comprends ils pensent vraiment que ça existe, même si c'est indiqué que c'est une app qu'on est en train de lancer et qui n'a pas terminé, mais ça marche bien. Puis tu mets juste un formulaire d'inscription, tu demandes le moins de questions possible pour avoir le maximum de gens qui s'inscrivent. Tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite, nous c'était trop tôt. Donc voilà, ça c'est une forme de bricolage, utiliser les outils qu'on a sous la main pour le faire. Une autre, c'est solliciter de l'aide. Je pense qu'un Mhm. bricoleur, alors il y a YouTube hein, qui est une grande aide, ou du ChatGPT qui peut te donner beaucoup d'aide quand tu lui demandes clairement de t'expliquer étape par étape, sans les mains. Si vous voulez vraiment qu'il vous explique étape par étape sur ChatGPT, vous lui demandez qu'il vous l'explique comme si vous n'aviez pas de main. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis tu passes des coups de fil en fait. T'as plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. Là, je viens de sortir d'un atelier de. Moi, j'ai jamais fait de branding, c'est pas vraiment mon métier. C'est pas quelque chose. Ou plutôt, j'avais une logique très explicite. Le concentré vélo, le job vélo, le podcast vélo. Pour moi, il fallait que ce soit explicite. C'est mon côté fonctionnaire, service public, il faut que ce soit explicite. On n'a pas besoin de soit cool. Là, c'est un peu différent. Donc, j'ai une amie qui sait faire ça. Je lui dis, pas le faire pour moi, mais lui, est-ce que tu as un template à me partager? Elle m'a partagé un template de mood board, donc je savais plus ou moins ce que c'était. Je suis allé me renseigner. Elle a bien voulu me filer 30 minutes de son temps. On a réfléchi ensemble et on arrive à quelque chose. Donc voilà, ça, c'est fait partie du système de bricolage. Aller demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à faire ça. Et puis tu rendras d'une certaine manière par la suite. Notion pareil, Notion Mhm. est un outil très puissant que j'utilise pour gérer ma newsletter, toute la base de données, la rédaction. Et j'utilise aussi pour faire par exemple, récemment, j'ai fait donc ça, pour faire de l'acquisition et en même temps créer de la valeur avec une boîte dans le secteur du vélo qui s'appelle Loki, qui est une super boîte qui permet de créer des logiciels de location de vélo pour des loueurs de vélos, entre autres, mais qui permet aussi de les louer directement. On a listé les 100 applications, alors 100 parce qu'il fallait donner un chiffre, et 100 c'est un joli chiffre, 100 applications vélo pour le tourisme à vélo qu'il faut connaître. On allait chercher sur Internet, on a demandé à nos audiences, comités respectifs des recommandations, et puis on a fait une page Notion avec toutes ces applications, un petit commentaire, un lien, on les a classées, et on les a mis en ligne. C'est juste une page Notion, il n'y a rien à télécharger, c'est accessible, il y a des bons boutons qui vont bien pour ceux qui veulent aller plus loin et découvrir nos propres médias et ou logiciels.
Voilà, et ça nous a pas pris autant de temps de ça. Il y a Canva, qui est un outil qui permet de faire semblant d'être un pro du marketing, alors qui a ses avantages et ses inconvénients, parce qu'on peut très vite faire du moche et recopier ce que font les autres. Mais en pratiquant, c'est normal de commencer moche, c'est cool avec ça, et puis plus tu t'y mets, plus ça va être correct. Voilà, c'est un peu tout ça, et beaucoup d'outils gratuits, hein. Tout ça, c'est pas Mhm. payant. Au démarrage, c'est comme tout ça est gratuit. Voilà un peu à quoi je pense. Airtable, c'est un autre sujet, mais Airtable m'aide beaucoup pour les automatisations, Mhm. notamment les envois de mails automatiques, parce qu'il y a une fonction automatique directement inclus dans l'outil. Voilà, je passe sur les autres. Mais j'en aurais tellement d'autres à parler, mais voilà. Il ne faut pas hésiter à me contacter d'ailleurs si vous recherchez des conseils. Je suis un des premiers administrateurs de l'association No Code France, une grosse Ok. communauté de 10 000 personnes, donc je sais à qui demander si je ne sais pas moi-même. Mhm. Voilà. Très cool. En ce qui concerne l'acquisition, tu as pour le concentré vélo, comment les gens te trouvent en fait? Tu fais des Ouais. partenariats avec d'autres médias dans le vélo? Tu fais de l'acquisition payante? J'ai testé plein de choses. Aujourd'hui, c'est principalement organique, c'est-à-dire mes abonnés partagent ma newsletter à leurs proches, à leur réseau, à leur entreprise, je sais pas exactement, mais je vois arriver les gens comme ça. Le deuxième, c'est LinkedIn. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait pendant un an en 2022. Je publiais tous les jours sur mon compte personnel cette fois-ci du contenu sur le vélo. Euh, j'ai arrêté, je pourrais t'expliquer après si tu veux, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une bonne croissance, de bien accélérer. Ensuite, j'ai testé, et ça j'ai arrêté, j'ai testé les pubs Facebook. C'est la seule fois où j'ai payé pour faire de l'acquisition. Alors c'est génial, j'ai plein d'abonnés et c'est nul parce qu'ils sont pas très nombreux à avoir ouvert la newsletter dans la longueur. Donc ça n'avait pas de valeur. J'aurais pu améliorer peut-être ma base ou les critères, mais ça m'a pas. J'étais content de tester pour apprendre à faire de la pub en fait. C'est ça qui m'a. C'était utile pour apprendre. Les posts LinkedIn fonctionnent bien et donc il y a un truc qui est utile, c'est que quand tu as une newsletter avec sous le format revue de presse, tu sais les liens qui sont les plus cliqués. Tu as cette information. Donc l'hypothèse que si ton audience aime certains liens, autant les réutiliser dans les réseaux sociaux parce que ton audience n'est pas très éloignée et donc tu as moins de chances de faire des erreurs ou de faire n'importe quoi. Donc ça fonctionnait bien aussi. Je partage régulièrement, voilà, je copie-colle hein, textuellement, je recycle, c'est le terme que j'utilise, je recycle une brève écrite sur les réseaux sociaux avec un lien pour aller sur le média concerné et toujours une mention de ma newsletter pour ceux que ça intéresse, donc ça marche bien. Je crée mes propres infographies, souvent. Ça cartonne. Ça, c'est vraiment un truc qu'adore mon audience, et que j'adore faire moi aussi. Euh, voilà, ça c'est cool. Un truc qui a un coût, je paye des dessins de presse ou des illustrations à certains artistes ou dessinateurs, parce que ça, c'est de l'ego très personnel. Je suis tellement fier d'avoir les moyens avec ces brefs sponsorisés de payer quelqu'un à faire un truc unique, un dessin qui me fait réfléchir. Voilà, ça, j'adore. Donc, quand je peux, je le fais. Et ça, je le partage. Ça marche aussi. Ce qui marche bien aussi, c'est avec les cartographies. Donc là, c'est plus dur de trouver des cartographes avec qui ça marche bien parce que je donne une très grande liberté, beaucoup d'autonomie pour gagner du temps là aussi. Je fais confiance par défaut. Donc une fois, il m'est arrivé de payer et de jamais publier parce que même si techniquement c'était bien fait, il y avait un vrai problème de du tu vois, c'était pas joli, quoi, tout simplement. Et là, le dernier avec qui je bossais, c'était super, c'était un étudiant, il fait des trucs super bien, et il est rentré dans l'armée, donc il peut plus m'aider. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je trouverai quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, ça marche bien, voilà, c'est des thèmes qui marchent bien. Euh, voilà, un peu l'acquisition, qu'est-ce que je peux te dire plus? Oui, je fais des partenariats avec d'autres médias, ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive. Et je le fais pas pour ça, c'est juste parce que ça m'amuse. En fait, il y a plein de choses que je fais parce que ça m'amuse. Là, par exemple, j'ai fait une illustration qui montre comment on devient cycliste du quotidien en passant par différentes phases, la phase de crainte, de peur, la phase d'apprentissage et la phase de plaisir. Et dans chacune de ces phases, j'ai décrit certaines choses. C'est inspiré pour ceux que ça intéresse, de comment on devient antiraciste. Donc c'est très inspiré de ce que je découvre aux États-Unis. Et donc j'essaie de le proposer à différents médias que j'aime pour voir s'ils aimeraient partager ça, pour créer d'intelligence, enfin pour créer des choses utiles pour leurs propres audiences et aussi clairement pour moi pour essayer d'attirer des nouveaux lecteurs et lectrices. Voilà. Ce que je ressens vraiment en parlant avec toi, Léry, c'est que tu as, un peu le mode par défaut où tu te dis est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que je suis
entre guillemets fier de ce de ce que je partage, de ce que je mets en ligne. Et effectivement, il y a plein de trucs. Tu te dis à la limite, c'est pas nécessaire, comme faire des belles infographies, faire des belles illustrations, etc. Mais je pense que c'est ce qui fait la diff. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que les gens vont retenir le concentré vélo plutôt qu'une énième autre newsletter qui fait de la curation de contenu sur un domaine comme le vélo. Mais clairement, ça, c'est pas. Encore une fois, en intro, on disait. On parlait des groupes médias qui ont des objectifs, qui ont la tête dans le guidon, etc. Ça, c'est très difficile de mesurer l'impact, de savoir, ah, bon, bah, ok, j'ai fait appel à un illustrateur ou une illustratrice pour faire cette belle illustration dans ma news. Tu peux pas le mesurer, tu peux pas savoir. Enfin, tu peux demander à ton audience, est-ce que ça vous plaît, mais enfin, ils vont dire oui, quoi. Enfin, c'est pas mesurable, donc ça sort vraiment du cadre média. Vraiment, on traque tout. Ok, l'acquisition, on paye 2 euros sur Facebook, on rapporte, ça rapporte tant, etc. Ouais. Donc, tu vas un peu à l'intuition là-dessus. C'est vraiment. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est la preuve que je suis sorti du monde du pur amateur et je suis pas encore rentré dans les médias pro. Parce qu'à un moment, je suis vraiment entre les deux. Et c'est super d'être entre les deux. Moi, j'adore là où je suis, tu vois. Et pour l'instant, j'ai pas fait marche en arrière et j'ai pas passé l'étape au-dessus. Mais aussi, il faut revenir à ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est pas une invention. C'est pas, ça sort pas du Saint-Esprit. Si je fais ça, c'est parce que à force de répéter ça, à force de le regarder et de le lire, j'ai appris sans mesurer parce que je suis tout seul que ça marchait. Je pense que je le ferais plus sinon. Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire quand je te dis que quand je fais une brève semi-payante et que personne s'inscrit, j'ai pas continué. J'ai appris, c'est bon, j'arrête. Mais quand je partage une infographie sur LinkedIn et que le truc il cartonne et que la moitié des gens se plaignent de pas être pas être dans ma infographie et que l'autre se dise ah c'est super, j'ai pas besoin d'écrire sur un papier que c'est super de faire ça. Je le reproduis et je découvre que ça marche encore. Et la même infographie, un mois après, je la repartage, il y a les mêmes effets. Je te dis, mais les gens n'ont pas de mémoire, ou plutôt l'algorithme a appris ça. Et enfin, j'apprends parce que je vois et ce que je lis. Et mon intuition, elle se nourrit de ça. Quand sur LinkedIn, alors après, j'efface pas mal de choses, tu vois, moi, plein de choses que j'aime pas sur LinkedIn, du coup, j'arrête de le regarder, mais quand des gens qui m'inspirent font des choses que je trouve cool, bah, je me dis, bah, moi aussi, je peux le faire, peut-être. Autant que j'essaye. Puis peut-être que ça plaira à mon audience. Et puis si ça plaît, c'est bien, si ça plaît pas, ça s'arrête. Et puis enfin, je suis très observateur. Quand je remarque que très peu de médias vélo font de l'infographie ou de la cartographie, bah, je me dis, bah, vas-y, teste. Soit ils l'ont fait, ça n'a pas marché, soit c'est à toi de tester. Quand personne fait une newsletter avec des sources d'infos du monde entier, bah, fais-le. Au début, c'était très français ce que je faisais. Puis, en fait, les gens s'en foutent. Les actus chaudes, ils l'ont dans leur fil de réseaux sociaux ou sur Discovery, sur Google ou je sais pas où. Donc, l'intuition, elle n'est pas magique. Elle se nourrit voilà, je vais parler comme un gourou, mais elle se nourrit de la pratique, de l'apprentissage, de cette discipline d'observer ce qu'on fait, de mesurer, pas comme des gros médias qui ont. Tu sais, la différence aussi, Renan, c'est que ça, c'est un truc que j'ai appris chez Betagoo. Si tu sépares les penseurs et les faiseurs, tu vas dans le mur. Donc clairement, si tu sépares celui qui doit mesurer de celui qui fait, il y a une grande chance que ça marche pas, quoi. Et vraiment, il y a de grandes chances. Et en même temps, quand tu dois piloter et gérer des milliers d'emplois, une maison, tu vois, un gros média, tu peux pas non plus te permettre de tout gérer comme ça. Il faut, c'est pas possible. Hein. Tu peux pas avoir des routes et même si le système de santé est difficile en France, tu peux pas avoir ça sans cloisonner un petit peu. Mais quand tu as ce luxe, ce qui est le mien, de toujours pouvoir rester dans ce mode-là, eh ben, il faut l'utiliser comme tel, quoi. Il faut pas, tu peux pas, enfin, je crois qu'il faut l'utiliser comme tel. Donc cette intuition, elle se nourrit de ce qu'on découvre, de l'échange que j'ai avec toi. L'échange que j'ai avec toi, je l'utilise, hein, clairement, c'est très personnel et opportuniste comme un temps d'introspection pour voilà remémorer, rafraîchir des choses, en essayant de ne pas réinventer trop de choses, parce que je peux te raconter n'importe quoi, mais c'est pas le but. Donc voilà, ouais, ouais. Très inspirant. Avant de passer aux questions de fin, est-ce que tu as peut-être un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, qui ont un centre d'intérêt, une passion, ils se disent tiens, j'ai envie de le partager. Pourquoi pas lancer un média ou une newsletter? Quel est ton conseil de base? Bah fais-le quoi. Je C'est trop m'attendais simple un à peu dire. à cette Voilà, réponse. fais-le.
Non, mais fais-le, mais surtout fais-le mal et fais-le vite. Ok. Voilà, Très ne le bien. fais pas bien parce que si tu le fais bien, tu le sortiras trop tard, trop long, et il y a de grandes chances que ce que tu considérais comme bien, ça va pas être si bien que ça. Donc accepte de faire plus petit, peut-être avant de faire une newsletter, publie sur Twitter, pas sur Twitter, moi je suis parti Twitter, mais publie plus court, euh, crée ta boucle WhatsApp avec tes potes, tes amis, les gens qui t'aiment bien, je sais pas, fais plus court. Propose ton aide à d'autres médias peut-être avant de te lancer en solo. Crée-toi, si peut-être c'est un vrai conseil, c'est parce que si j'ai pu faire ça, c'est que j'avais une première audience grâce à Velook, le blog dont je t'ai parlé, qui m'a Mhm. donné un peu de crédibilité au départ. Et sans ça, j'aurais pas du tout pu faire ce que j'ai fait. Donc oui, crée-toi une audience. Et pour créer une audience, il faut créer du bénéfice pour les gens. Il n'y a Mhm. pas de, tu peux pas faire ça. Enfin, je crois pas que tu puisses faire autrement. Et le Très clair. bénéfice, ça peut être des belles images, ça peut être des témoignages, ça peut être plein de choses, mais ça peut pas marcher autrement. Très clair. Question de fin? Si tu veux, C'est parti. Quel est l'outil ou le service que tu rêves d'avoir pour faire ton boulot? Donc là, on va prendre ton boulot côté média. Euh, donc un outil ou un service qui n'existe pas encore, parce que tu as partagé plein d'outils qui existent, mais quel est l'outil que tu rêverais d'avoir dans ton arsenal et qui n'est pas dispo? c'est un outil qui n'existe plus, mais qui a existé, qui s'appelait, c'est mon premier éditeur de newsletter, c'était Revue, qui appartenait à Twitter. Quand Elon Musk est arrivé, il l'a supprimé. Et ça, Ok. c'était magique pour moi parce que c'était vraiment l'éditeur de newsletter fait pour les revues de presse. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si on a un peu de temps, mais je vais faire très simplement. Aujourd'hui, je trouve une actu qui me plaît, je dois la pousser dans un outil qui s'appelle Notion, Ouais. dans lequel il va y avoir le titre et l'URL. J'écris ma brève en dessous. Ensuite, je dois copier-coller ça dans Substack, qui est l'outil de la newsletter. Je dois un peu mettre en forme et ensuite j'envoie. Et ben Revue, j'avais un bouton. Quand je lisais un article qui me plaisait, j'avais juste à le pousser dans Revue. Et dans Revue, j'avais mon éditeur et j'avais juste à glisser le titre, le texte n'était pas fait, mais il y avait au moins le titre et l'URL. Je le glissais et j'avais juste à écrire le texte. Le temps que je gagnais, c'était énorme. Si je pouvais recréer ça, ce serait génial. Bon, Voilà. je sais que Elon nous écoute, donc peut-être que on peut lui passer un message, mais Non, parce que Hélène, il va me dire que l'IA peut tout faire à ma place. Il faut que ça arrête d'écrire des newsletters. C'est boring. mais tu vois, cette question, je la pose parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont intéressées par le monde des médias, mais plus sur le côté SaaS ou outils. Et donc, ça peut donner des idées Je de signe. business à lancer. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai une petite news justement sur le futur des médias que j'envoie tous les vendredis. Et c'est sur Beehive, donc un outil plus ou moins similaire à Substack. Euh, Mais payant. ouais, payant. Mais j'ai pas encore assez d'abonnés. T'as pas les 2000 encore. Ouais, 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 c'est tranquille. ça. Euh, et c'est vrai que c'est hyper simple d'utilisation, mais vu que je fais un peu de la curation aussi, j'aimerais un outil vraiment où bim Mhm. bam boum, ça se passe. Et ça serait un outil, mais encore plus minimaliste en fait. Tu Euh, sais, en discutant avec toi, Ronan, je me dis que le plus simple, et je ne saurais pas le faire, c'est faire une extension Chrome dans lequel à droite, tu as ta base de données de ta curation, ou voilà, et sur ton écran, tu as Believe ou Substack ou autre chose, et que tu pourrais, tu vois, glisser facilement. Je pense que déjà, juste ça, ça me ferait gagner du temps. Parce qu'en fait, je partage mon écran en deux. Bon, là, on est en train de travailler produit, mais peut-être qu'avant de faire un produit pur, il vaut mieux faire une extension. hmm. Ça pourrait très très bien faire le taf, je pense. Ok, très bien. À noter. Et si des Si, développeurs d'extension nous écoutent. ou si Vincent nous écoute, je ne sais pas. C'est une private joke. Exact. Exact, je passerai le message. Quelles sont les tendances dans le monde des médias qui te stimulent le plus en ce moment? Ouais. Qu'est-ce qui me stimule le plus dans le monde des médias? Euh, difficile de répondre. Franchement, difficile de répondre. En fait, non, c'est plutôt que c'est un grand vertige, quoi. J'ai un sentiment d'un grand vertige. Tous ces réseaux sociaux, TikTok, Blue Sky qui arrivent, l'impression qu'il faut être partout, alors que Hmm. moi j'ai envie d'être nulle part, j'ai envie d'être le moins possible sur ces réseaux-là. Franchement, je me déconnecte de plus en plus, quoi. J'ai plus Facebook, Instagram sur mon téléphone, comme tu dis sur LinkedIn, je cache un maximum. J'ai arrêté Twitter définitivement il y a 2 ans. Je n'irai pas sur Blue Sky parce que je veux garder du temps de cerveau pour moi. Et ça me fait un grand vertige.
très très grand vertige. Euh, J'adore l'application du Monde. C'est le seul média payant que tu es abonné. Où je sais pas si tu la connais, je sais même pas comment elle s'appelle. Il te propose 10 articles à lire aujourd'hui. Et quand t'en ouvres un, tu les swipes si ça t'intéresse ou pas, comme sur Tinder. Et pour certains, c'est des animations en fait, c'est des articles animés. Et c'est très Hmm. intelligent, c'est vraiment bien fait. Voilà, ça, je trouve ça assez cool. Il faut des moyens pour ça. Et tu Ouais. vois, ça mêle infographie, cartographie, texte, contenu, audio, parfois vidéo. Ça, c'est génial d'être capable de faire ça et je trouve ça des super support. Euh, voilà, je suis pas encore converti au podcast où la voix c'est dans une autre langue, c'est traduit automatiquement. J'ai pu voir des tests. Je pense qu'on y va franchement, mais voilà, j'écoute peu de podcasts en anglais. Mhm. Alors que je suis dans un pays, je parle anglais, mais je m'y mets pas. Donc non, je sais pas. J'ai plutôt le sentiment d'un grand vertige. Ok, bah écoute, transition parfaite avec la question suivante, plutôt les choses qui t'inquiètent ou qui t'interrogent dans le monde des médias en ce moment. Euh, bah, c'est le conservatisme. C'est-à-dire que, pas parler d'extrême droite, enfin, il y a quand même des médias que j'aurais pu consommer, et je me dis c'est flippant quoi. À la fois c'est légitime, il y a des gens qui votent pour ces partis-là et voilà, il faut que tout le monde ait son média, il n'y a pas de souci. Et en même temps il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce qu'on peut lire sur ces médias-là. Hmm. Donc liberté de la presse avant tout, mais à quel prix parfois et enfin je sais pas si c'est politiquement correct ce que je dis, mais en tout cas c'est ouais c'est pas rassurant. Euh, je sais pas. Ouais voilà ça me gêne. D'accord. Et pour le coup, est-ce que tu remarques des spécificités là-dessus aux États-Unis, toi qui y vis encore une fois, Je suis pas assez, ça va leur plaire, je suis pas assez assimilé D'accord. pour te répondre. Voilà, je ne suis pas assez assimilé. Donc je suis pas, je pourrais te répéter ce que je lis dans le monde sur les médias américains, Hmm. Hmm. mais c'est tout ce que je suis capable de faire aujourd'hui. J'ai Ok. pas la télé américaine, tu vois, je la regarde pas. Ouais. Pour l'anecdote, quand on est arrivé ici, les 3 premiers mois, on était logés, on avait la télé, et la seule, et on n'arrivait pas à suivre il y a la pub, elle est tout le temps, il y a tout le temps de la pub. Il y a une chaîne à laquelle on a fini par s'accrocher, ça s'appelle Food TV, et Ok. c'est que des émissions, c'est comme Cauchemar en cuisine ou Meilleur pâtissier, mais en mode trash, un peu trash, mais pour eux c'est pas trash, hein, mais pour nous c'était trash. Et je te donne un exemple de truc, euh, c'est 3 personnes qui sont dans un supermarché et ils ont 10 minutes pour aller récupérer des produits dans le supermarché américain, donc c'est pas les mêmes produits que chez nous. Et après, ils doivent cuisiner avec ça. Et Hmm. donc, tu vois des gens qui cuisinent avec des sauces toutes prêtes, qui les mélangent entre eux, qui décongèlent des machins. Hmm. Et il y a un jury qui dit à la fin, c'est excellent, c'est un super produit. Voilà. Mais c'est intéressant, mais après, voilà, on s'est pas branché là-dessus. Ok. Alors, boule de cristal, quel est selon toi le futur des médias digitaux? J'en sais rien, alors je vais y aller comme ça, n'importe quoi. Je te dirais, je pense que la niche a de l'avenir. Parce que c'est ce qui se passe. Les gens vivent dans plusieurs bulles Mhm. et toutes ces bulles ont aujourd'hui leur propre média, que ce soit un compte Instagram ou un média, une newsletter ou autre. Et qu'en même temps, il est difficile de ne parler que d'un sujet sans toujours parler d'autre chose. C'est voilà, on est des humains. Et donc, j'imagine que les grands médias vont plutôt être des grands médias de niche. T'as Axios, je crois, qui fait des newsletters Mhm. très verticalisés. T'en as d'autres, donc c'est un média américain, mais je pense qu'on y va. Tu vois, typiquement, le monde dans l'application, t'as des onglets, tu choisis par thématique, le monde Afrique, l'innovation, je sais pas quoi, machin. Donc, je pense qu'on y va de plus en plus. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Je sais pas. Du moment que ça permet aux gens de continuer d'avoir un esprit critique, ça m'inquiète pas. Très bien. Est-ce qu'il y a un média ou un groupe média qui t'inspire particulièrement? Euh, alors, ouais, j'adore ce que fait Society, quoi, SoFoot, Mhm. SoPress. Donc, voilà, j'écoute Alternative Foot, qui est un podcast qui parle du foot, mais à travers autre chose, le recrutement, la RH, voilà, le business, la formation, vraiment sous un autre angle. Ça j'adore. Je lis SoFoot. Voilà, je suis un footeux en fait, je l'ai peut-être pas dit. Et Society, quand j'entends France, on l'achète parce qu'on trouve ça très cool. Et je sais pas s'ils font autre chose. Je crois qu'ils font une pédale, mais c'est plutôt cyclisme sportif en lycra, c'est moins mon truc. Ils font des trucs sur le rugby, mais j'adore ce groupe. J'aime ce qu'ils font.
J'adore ce que fait aussi l'équipe euh, d'Anne et Lorraine de Tech Trash, Climax. Voilà, j'ai la chance un peu de les avoir comme mentors à une époque et je trouve que c'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Et, et après, c'est pas un média, enfin, je pense pas que ce soit un média, mais ils aident les médias. Euh, et je viens d'oublier leur nom. Ah, bref, c'est une agence qui aide les Ok. médias. Faudrait que je regarde avant de finir, parce que j'avoue de pas m'en souvenir. Mediane. C'est Mediane. Ah oui, ouais, tu m'avais recommandé un contact. J'ai pris Ouais, ouais, contact ouais. d'ailleurs sur LinkedIn. Ils aident Ouais. pas mal de médias, Mhm. et c'est très intelligent ce qu'ils font. C'est très Ouais. malin. C'est good. C'est très cool. C'est Très inspirant. quali. Ouais, Hmm. super. Euh, Est-ce qu'il y a un business média que tu rêves de lancer en secret, qui sont dans les, tu vois, que Ouais, tu aimerais bien lancer sur les sûr. prochaines années? Il y en a un que je ne lancerai pas, mais je rêverais de pouvoir le lancer. Et j'espère qu'il sera lancé par d'autres. Il a été tenté il y a peut-être 10 ans maintenant, je pense, ou 8 ans, je sais plus. C'est plus de vélo à la télé. Alors, je sais, c'est très old school parce que qui regarde la télé, ok, mais c'est pas grave parce que ce qui passe à la télé maintenant est souvent retransmis d'une autre manière, donc c'est pas grave. Mais j'aimerais qu'on ait une. Alors, comme ça, je te dirais, tu vois, le turbo du vélo, pour ceux qui connaissent l'émission dédiée à l'auto. Mais aussi, voilà, peut-être. Enfin, ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Le voyage à vélo, voilà, on a des voyages en train, on a des voyages improbables dans des camions aux quatre coins du monde, il y en a des émissions là-dessus et je trouve qu'il manque un peu ce voyage à vélo. On en voit, parce que c'est mon métier de suivre, c'est mon métier, c'est mon activité de suivre, faire une veille sur ça, mais on a chaque année le reportage sur les zones interdites capitales ou les grands reportages sur TF1 ou sur France 2, ils voyagent à envoyé spécial, ils partent en famille, font le tour du monde à vélo, c'est super inspirant, on a le même programme chaque année, quasiment à la même date au printemps. Mais j'aimerais en voir plus, quoi. Et pas Hmm. seulement pour parler de vélo mais juste parce que c'est un bon moyen de parler d'autre chose et c'est ce qui se passe dans tous ces, ces trucs de voyage. Pareil, peut-être un peu plus de technicité, comme on a sur comment on construit une maison, comment on construit Hmm. des grands, des grands immeubles, des ponts, des avions. Je trouve ça passionnant de savoir, de montrer comment on construit une politique cyclable, comment on transforme un rond-point vélo. Moi, ça m'intéresse forcément, mais je pense qu'on a un travail de vulgarisation à faire là-dessus. Et puis la dernière chose, euh, les Belges sont hyper inspirants. Mhm. Moi, je partage chaque mois quasiment une pub, tu vois, c'est vraiment une publicité sur le vélo, que ce soit pour une ville ou une marque, belge. Et c'est hyper inspirant, c'est hyper malin, c'est très très fort. Et j'attends toujours qu'un pays comme la France, deuxième destination vélo au monde, dont Paris est cité comme la nouvelle capitale du vélo, quand est-ce qu'on va avoir un spot de pub malin, badin, drôle, qui soit pas moralisateur, fait du vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon. Non, juste inspirant. J'attends ça avec tellement d'impatience. J'attends. Donc si quelqu'un nous écoute et veut le faire, vraiment on y va quand il veut. Ok. Pour finir, est-ce que tu cherches des partenaires ou des contacts pour développer ton média ou même pour échanger dans l'univers du média? Moi, je suis toujours ouvert, ouais, ouais, carrément. J'ai tendance à penser que j'irai plus vite avec des médias de ma strate ou un peu au-dessus. J'ai été contacté par un grand groupe il y a 2 mois de ça. Ils cherchaient à se diversifier leur audience et ils aimaient ce que je faisais sur le vélo. Mais mon premier réflexe a été de penser bureaucratie, pas en arrière, non les gars, j'y vais pas. Mais j'aimerais qu'on me prouve le contraire, quoi. J'aimerais que quelqu'un arrive et me dise, ah non, mais nous, on a un gros média, on va te laisser l'autonomie, on va donner des moyens, on va toucher notre com et on va trouver et on t'explique pourquoi on a un intérêt direct. Pourquoi pas? Si quelqu'un peut m'expliquer ça, c'est avec grand plaisir. Très cool. Et le meilleur moyen de te contacter, vu que tu essayes de te déconnecter des réseaux, tu checkes quand même Ouais, tes ouais, messages sur LinkedIn. je suis sur LinkedIn parce que j'ai pas caché la messagerie LinkedIn. Mais oui, LinkedIn, je pense c'est le plus simple. Les Rigikel, ils me trouveront ou la messagerie de LinkedIn du concentré vélo, ça marche aussi. Moi, je mettrai ton profil en description si tu l'acceptes. Avec plaisir. Parce qu'effectivement, c'était un échange riche et j'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore pas mal de temps à échanger sur un peu l'intersection finalement de ton job product manager et média. Je trouve que c'est super intéressant. Tu as plein d'astuces, à mon avis, à partager encore. Donc, écoute, ça fera peut-être l'occasion d'un autre épisode. Je Avec te, plaisir. je te Et remercie ouais, énormément, Léry. Et merci à toi de collecter, de finalement de documenter ces retours d'expérience de ces différents créateurs, créatrices de Mhm. médias.
ça nous aide et ça aidera les prochains. Donc, c'est cool de faire ça. Merci. Ça te prend du temps, mais faut reconnaître. Donc c'est cool. Non, mais bah écoute, c'est une activité. Au début, j'étais vraiment pas chaud pour parler un peu de ma vie, si je peux me permettre. Mais Tu peux. j'étais vraiment pas chaud parce que je préfère moi travailler tranquille dans mon coin, etc. Je sais pas. Et podcast, je me suis dit en plus ouais, podcast maintenant c'est filmé, etc. Et je me suis dit allez, je vais me mettre un peu en danger. Et en fait, c'est super parce que j'ai jamais eu autant de contacts. Grâce au podcast, je découvre des business incroyables et c'est vrai que l'envers du décor est parfois encore plus passionnant que ce que je peux publier, tu vois, sur le podcast. Et il y a plein de créateurs indépendants, et c'était la thématique de ce podcast, ou de petits médias, en fait, qui me disent quand je les contacte, ouais, mais je suis pas trop légitime. Ils ont ce syndrome de l'imposteur, comme on dit. Et ils se disent, ouais, t'as reçu des gros médias, des gros groupes, etc. Moi, je suis encore petit. Tu pourras dire non, j'ai reçu les rides, c'est bon, les gars. Non, Vous mais pouvez venir. ouais, Il mais est tout petit. justement, tu vois, toi, t'as eu cette approche de dire, bah ouais, mais en fait, peut-être que ton audience, elle pourra apprendre justement tu vois, de créateurs indépendants. Et c'est ça que je trouve inspirant. C'est que j'ai pas envie de recevoir uniquement des gros groupes médias ou des gens qui ont déjà fait leurs preuves, etc. Ces épisodes sont passionnants, ils ont leur place dans le podcast, bien entendu, mais j'ai envie d'avoir vraiment une diversité. Donc, j'invite à tous les créateurs indépendants qui nous écoutent. J'ai encore une petite audience, mais ils nous écoutent, à me contacter s'ils veulent participer à un épisode ou même échanger. Et j'aime beaucoup aussi connecter les gens entre eux. Si tu me dis que toi, t'es chaud, que je partage ton contact à une autre personne qui a besoin d'aide sur un sujet spécifique, je trouve que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Et voilà, il y a rien derrière, il n'y a pas d'enjeu de monétisation ou quoi que ce soit. C'est vraiment essayer voilà, de croître, de développer des trucs cool, et de se faire plaisir dans le domaine des médias, quoi. Exactement. Écoute, Léry, merci encore, et Merci à on va toi. suivre tes aventures, donc n'hésite pas à nous donner des mises à jour. Ça marche, ce sera fait. À bientôt, Renaud. C'est cool. À bientôt. Bonne journée. Salut.